Bonjour à tous et tous, salut, bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures de 17h à 19h pour jeter un œil à ce qui se trame dans les recoins sombres, souvent lumineux parfois, de l'actualité politique, économique, diplomatique, géostratégique du web, de la tech et des idées aussi certainement. 2 heures sur Twitch et sur TikTok avec vous dans le chat, mais en fait pas vraiment avec vous dans le chat puisqu'on a pris un quart d'heure qu'on n'avait pas de réseau dans le studio et qu'il était très compliqué de résoudre cet épineux problème. Donc vous allez écouter cette émission en différé. Donc il n'y aura pas vocation dans le chat. Donc j'espère que, voilà, comment dire, que la rediff vous intéressera quand même. Toutes nos excuses, il n'y aura pas de talk demain non plus pour cette raison-là, mais on se retrouve donc la semaine prochaine. Cependant, au programme de ces 2 heures, Donald Trump face aux accusations de corruption qui va devoir se confronter au mur du réel et aux effets de sa politique de droit de douane, notamment avec en chemin des élections de mi-mandat qui sont loin, loin, loin d'être gagnées pour les Républicains. Ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle on ira sonner les cloches du Vatican, place Saint-Pierre, d'où le pape Léon XIV a tenu sa première audience publique du mercredi. L'héritier du trône de Pierre et successeur de François qui a appelé à laisser entrer une aide humanitaire décente à Gaza et mettre fin aux hostilités dont le prix atroce, dit-il, est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades. Ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h08 à Paris, un petit peu plus tôt à Washington, d'où lundi à la Maison-Blanche, Donald Trump, le président des États-Unis, raccrochait son téléphone après un échange avec Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie. Un échange qui n'a pas abouti à une trêve en Ukraine. Un nouvel échec du président américain qui accumule contre lui les accusations de corruption et qui va devoir peut-être bientôt affronter un retour du réel alors que les effets négatifs de sa politique douanière sur l'économie américaine pourraient bien pointer leur nez au début de l'été. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour. Jérôme, vous êtes docteur en civilisation américaine, spécialiste des États-Unis. Vous avez commis les mots de Trump parus chez Dalloz. À vos côtés, Frédéric Martel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes producteur chez nos amis de France Culture. Vous êtes écrivain, chercheur, journaliste. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Vous avez commis De la culture en Amérique, paru chez Gallimard. À vos côtés, en face de moi, Jean-Philippe Imarijon. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes avocat, docteur en droit, essayiste, historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis et des questions de stratégie. Vous intervenez notamment depuis 2001 dans la revue Défense nationale. On a plein de tiroirs à ouvrir pendant 51 minutes. Peut-être qu'on peut se pencher à l'Est. Donald Trump avait promis de régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Depuis, il n'a pas obtenu grand-chose de Vladimir Poutine, voire il semble le ménager. Alors comment on l'explique? Quelle est la position américaine? Et puis pourquoi autant d'égards vis-à-vis du président de la Fédération de Russie, Jérôme? Alors, ça, il y a beaucoup de questions sur cette approche. Déjà, Donald Trump a eu un problème avec Zelensky depuis très longtemps, hein, déjà, depuis au moins 2019. Et il a une proximité aussi idéologique qu'il puisse l'être, hein, parce qu'il n'est pas vraiment idéologique, mais il a une proximité avec Poutine dans sa manière de concevoir aussi le pouvoir, de concevoir la culture. Donc il y a déjà cette proximité très forte. Donald Trump, lui, c'est toujours la vision c'est la force contre la faiblesse et il faut être toujours du côté de la force et exprimer la puissance. Voilà. Donc il pensait que finalement, avec cette une sorte de complicité qu'il pouvait avoir avec Poutine, que ça allait fonctionner. Et qu'il allait pouvoir demander tout ce qu'il voulait, notamment parce que l'Ukraine est faible. Et on a vu qu'il a pris vraiment le récit de Poutine depuis le début. Sauf que voilà, l'intérêt de Poutine, c'est de continuer la guerre le plus possible, bien évidemment. Ils ne sont pas du tout dans les mêmes logiques. Et Donald Trump, lui, se lasse assez rapidement des choses, hein. Il faut aussi bien comprendre que son but, c'est d'être gagnant, c'est de se présenter comme le gagnant. Voilà. Donc là, il sent que les choses n'avancent pas. Et il est prêt, effectivement, à passer éventuellement à autre chose et à laisser éventuellement les Européens gérer ça. Frédéric Martel. Écoutez, je serais moins capable de dire les choses d'analyser ça, parce que je crois que pour nous, en tout cas pour nous Français, pour nous Occidentaux, disons Européens, pour nous aussi rationnels, le comportement, la stratégie de Donald Trump est quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser. Et je ne suis pas sûr que ça viendra. Sans doute y aura-t-il des analyses très pertinentes qui vont peu à peu montrer le fonctionnement du personnage. Mais d'abord, je pense qu'il faut vraiment distinguer, vous disiez au début, il avait promis, je pense que ce que Donald Trump a pu dire durant la campagne électorale n'a aucune importance. Il a dit n'importe quoi, des mensonges généraux, lui-même se contredisait tous les jours. Donc, contrairement encore une fois à ce qu'on connaît, nous, en tant qu'Européens, où parfois, même si les paroles, comme on le dit souvent, n'engagent que ceux qui les prononcent, malgré tout, il y a des campagnes,
on attend des comptes, etc. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça avec Donald Trump. Donc déjà, tout ce qu'il a pu dire avant, oublions, c'était un clown qui faisait un spectacle, un homme de télévision, il n'y avait rien qui allait directement se produire. Ensuite, il y a ce qui met en œuvre, et là je vous rejoins, pour une part, vous l'avez dit aussi, il est face à un mur, le mur de la réalité, je dirais, de l'action publique, où là il n'est pas du tout efficace en général, et en particulier depuis janvier. Et donc pour une large part, je crois que on a affaire à quelqu'un qui n'a pas de cohérence. J'aimerais presque qu'il y en ait une. Enfin, au début, je me suis dit, finalement, être sympathique avec Poutine, sachant que quand même, objectivement, c'est lui qui a les clés en main et qu'il a l'arme nucléaire, ça pouvait être une stratégie. On aurait même pu penser que c'était une stratégie très maligne, d'essayer de négocier pour arriver à avoir un plan de paix, sans doute pas satisfaisant pour l'Ukraine, mais malgré tout capable de terminer cette guerre. Ça, c'était vraiment la vision positive. Aujourd'hui, je crois qu'on est face à quelqu'un qui est erratique. C'est un égo en roue libre. C'est aussi quelqu'un de profondément dangereux. Et on y reviendra après. La seule chose pour terminer, je dirais, qui me rend un peu optimiste dans ce modèle, et contrairement à beaucoup, dans ce qui se passe, et contrairement à beaucoup d'autres, c'est que moi, je suis très optimiste sur le système politique américain. Je pense que plus solide qu'il les ne paraît, États-Unis est plus de extrêmement constance. solide, que la culture américaine est très puissante, la culture démocratique, et que Trump va comprendre ce que c'est la démocratie américaine et va le payer, et tous ses alliés, au prix fort. Jean-Philippe Maréjon, vous souscrivez au propos de Frédéric Martin? Sur la solidité Vous des partagez institutions son américaines, optimisme. peut-être pas, mais enfin on y reviendra parce que ce sont des institutions quand même qui voient le mur, enfin qui prennent le mur régulièrement parce qu'elles ont été conçues il y a 2 siècles et que leur âge commence à se voir. Alors sur l'affaire ukrainienne, je pense que les Américains et les Russes vont finir c'est une hypothèse, vont finir par se mettre d'accord. D'abord parce que les Russes sont toujours sur leur position de novembre 2021, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que des bases de l'OTAN soient sur leurs frontières. C'est valable pour l'Ukraine, ça va être valable aussi un jour pour la Finlande, pour les États baltes. Les autocrates annoncent toujours ce qu'ils vont faire, hein, et ils font toujours ce qu'ils ont annoncé. Bon, il y a quand même eu des phrases très inquiétantes de Poutine sur, pas la Lettonie d'ailleurs, mais l'Estonie, la Lituanie. Alors quand on regarde une carte, on comprend pourquoi. C'est la sortie de Saint-Pétersbourg et puis c'est le corridor de Suwałki pour Kaliningrad. Donc je pense que les Russes ne démordront pas, jouent la montre, attendent. Ils voudront un glacis stratégique entre eux et les troupes et les forces de l'OTAN. Et ils ont le temps pour eux, je pense, et ils grignotent petit à petit, comme disait Joffre. Et plus le temps passe, et plus ils sont dans une position qui est de plus en plus favorable, parce que depuis l'invasion de l'Ukraine, on l'oublie toujours, ils ont surarmé l'oblast de Kaliningrad, qui est bourré d'armes nucléaires maintenant. Ils sont réavancés en Biélorussie, ils ont mis des armes nucléaires, donc maintenant il y a une intrication qui fait que tout ça, je pense, les Russes vont le négocier globalement. Et c'est vrai que les pays dits de la ligne de front, Finlande, États baltes, Biélorussie, d'ailleurs côté russe, Kaliningrad et Ukraine, vont faire l'objet d'un deal global entre les Américains et les Russes. Alors, est-ce que c'est dans l'intérêt des Américains? C'est ça toute la question. On sait, on a dit, c'est pas du tout pour changer la responsabilité. Qui c'est qui a commencé le premier? Il est sûr que les Américains ont, depuis 30 ans, voulu absolument s'installer aux frontières russes. Je pense que les Américains se sont aperçus que c'était une grosse bêtise, ne serait-ce que parce que les Russes, en novembre 2021, ont dit maintenant, ça suffit. Poutine avait même repris le mot d'ordre de l'ordre de 127 de Staline de juillet 42, plus un pas en arrière. Alors maintenant, est-ce que les Américains ne vont pas accepter ce glacis finalement? Et c'est ça, je vois que Trump, encore hier ou ce matin, a redit, mais ça ne nous concerne pas, c'est une affaire européenne. Donc on se retrouve dans cette situation où finalement les Américains, de toute façon, depuis l'invasion de l'Ukraine, ont toujours dit, c'est pas Trump, hein, Biden l'a toujours dit. Votre confrère, notamment il y a un an, Rochebin de LCI, lorsqu'il a interrogé Blinken, a essayé 3 fois de lui faire dire, mais... s'il y a une entrée dans les États baltes, vous ferez la guerre. Blinken s'est défaussé. Les Américains, mais ça on le sait depuis De Gaulle, ne feront jamais la guerre aux Russes pour défendre les Européens. C'est pas la peine de fantasmer. Bon, donc est-ce qu'ils vont finir par se mettre d'accord sur cette idée
d'une zone neutre, d'un glacis stratégique entre les Russes et les troupes de l'OTAN. Je pense que de toute façon, c'est ce que demandent les Russes. Et je pense que c'est de l'intérêt aussi des Américains, de l'intérêt purement égoïste. Alors maintenant, ces pays, Baltes, Finlande et Ukraine, comment leur garantir la sécurité? Dans le traité de Lisbonne, il y a aussi un article 5 qui permet aux Européens, alors après on rentre dans un débat, est-ce qu'il faut déployer des Rafales avec des TN-100 en Pologne, etc. Mais on ne laissera pas, mais je pense que les Américains vont estimer qu'ils sont allés trop loin, un pont trop loin, un pays trop loin, que ça ne sert à rien. En plus, techniquement et militairement, je vais en finir là-dessus, c'est très dangereux d'avoir des puissances nucléaires au contact physique. Dans les années 60, Dr. Strangelove de Kubrick ou Felsef de Lumet, on avait des bombardiers, on avait 3 heures. Bon. Ensuite, les sous-marins, on avait 20 minutes. Du temps des SS-20, on n'avait plus que 5. Et là, avec les armes hypersoniques, surtout qui sont à Kaliningrad, qui sont à 30 secondes de Varsovie. Donc, on ne peut pas se permettre. C'est extrêmement dangereux. Bon. Et je pense que les Américains et les Russes vont se mettre d'accord sur le dos des Européens pour qu'il y ait entre deux une zone. Alors après, est-ce que ça sera la mort de l'OTAN? Je pense, mais ça, c'est un autre débat à long terme. Je vois Jérôme Viala-Godefroy qui tique à côté oui, de en moi. fait, non, c'est juste que j'ai toujours du mal maintenant, depuis Trump, qu'on parle des Américains, parce que c'est vraiment Donald Trump qui a pour le coup, le contrôle, y compris le contrôle du Parti républicain. Et je pense que la logique qu'on pourrait avoir normalement dans une analyse je dirais, traditionnelle, je ne suis pas sûr qu'elle tienne toujours. Alors, il peut y voir son intérêt, mais il faut vraiment qu'il y voit, lui, son propre intérêt à assez court terme. Je pense qu'il y a une partie, enfin, dans ce qui a été dit Frédéric, sur le côté irrationnel de Donald Trump. Il y a de ça, effectivement. Il peut changer du tout au tout, du jour au lendemain. Mais il y a quand même des choses qui restent et qui sont là depuis longtemps et qui sont des obsessions chez lui. Alors, il y a, par exemple, les tarifs douaniers. On y viendra peut-être, mais ça, c'est quelque chose qui l'obsède depuis les années 80. Il y a aussi tout ce qui est la détestation des institutions internationales, le côté vraiment l'Amérique toute puissante qui ne devrait pas être contrainte par toutes sortes d'institutions, y compris d'ailleurs l'OTAN. Hein. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voit, qu'on sait qui sont ces maraudes depuis des années. C'est vrai qu'il n'est pas du tout, je dirais, idéologique au sens traditionnel du terme. Il n'a pas de conception théorique, etc. Il lit pas, enfin voilà. Mais par contre, il a quelques éléments qui viennent de son instinct, de son vécu, qui restent et qui sont là. Et typiquement, les tarifs douaniers, c'est assez impressionnant parce que ça correspond pas à quelque chose qui est majoritaire dans le Parti républicain. C'est pas une demande vraiment des électeurs. En partie, il y a une critique du libre-échange, ça oui, mais la manière dont il le fait, voilà, c'est pas quelque chose qui plaît forcément. Donc c'est intéressant de voir qu'il est capable de faire des choses à l'encontre même de son intérêt immédiat, pourtant, en tout cas de l'intérêt des élus républicains, de la bourse même. Hein. Il a fallu attendre vraiment que ça arrive jusqu'au bon du Trésor, etc. Donc voilà, il faut regarder, je pense, certains éléments, mais il y a un aspect non prévisible de ce qu'il fait, qui est aussi une stratégie, entre guillemets. C'est une stratégie de quelqu'un dans l'immobilier qui négocie tout le temps, quoi. Sauf que le réel pourrait le rattraper plus vite que prévu. Et voilà, alors c'est la grande question, c'est jusqu'où... Il y a déjà Moody's, l'agence de notation, qui a dégradé un petit peu. Exactement. Alors, voilà, on passe d'une bonne note. Hein, mais la question, ça va être, je pense... C'est une première claque. Il y a les midterms qui arrivent. Il n'est pas sûr du tout que les Républicains les emportent. Alors, il y a deux éléments. Et il y aura les effets de la politique douanière agressive des États-Unis, dont on ne sent pas encore les effets. Il y a la question, effectivement, du quotidien. Quand est-ce que ça a un sens dans le quotidien? On a vu quand même que le récit, je pense... est très fort et c'est très difficile pour notamment les gens qui ont voté pour Donald Trump, on le voit dans les sondages, d'être en critique de soi-même. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez fort qui se passe et on n'en est pas encore là, je pense. Par contre, on voit bien qu'il ajuste quand même par rapport au réel les bons du Trésor, par exemple. Hein, c'est un pays extrêmement endetté. On a vu que déjà, il se passait des choses. Et puis, il y a le mur du réel aussi des institutions, de la justice. Et là aussi, on voit que les Américains, y compris les républicains, ne sont pas forcément prêts à tout balancer, notamment les cours et la Cour suprême. Donc, on va voir aussi cette réalité-là. Mais c'est la question, quand est-ce que la majorité des Américains et du public, quand le récit... sera tellement éloigné du réel qu'à un moment donné, ça basculera.
Frédéric? Oui, on peut dire ça, on peut dire aussi le contraire de presque tout ce qui a été dit. Non pas d'ailleurs que je vous contredise, puisque je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais par exemple, les mi-termes, bah, on n'en sait rien. Peut-être qu'elles vont être. Enfin, on est encore loin en réalité, c'est 1 an et demi. Euh, les chiffres sont pas du tout catastrophiques pour l'instant. Ils le seront peut-être, ils le seront peut-être pas. On sait que l'économie américaine est très résiliente en général sur l'emploi, sur un certain nombre de domaines. Donc, moi, je vois et j'espère, disons qu'effectivement, les mi-termes, la Cour suprême, le Parti républicain lui-même se réveille contre Trump, mais rien n'est moins sûr. Donc je crois qu'on est assez, on va un peu comment dire, à travers les débris d'un monde qu'on connaissait qui s'est effondré. On marche sur ces débris justement, on ne sait pas trop où on va. Cela étant, pour continuer sur cette discussion du système, je pense que le système américain, quand même, il ne faut pas oublier que Donald Trump, d'abord et avant tout, son élection, c'est une élection anti-système, c'est une élection contre l'élite, qui, de ce point de vue, n'est pas ce qu'on en dit totalement, pas exactement ce qu'on en dit en France. C'est pour une part un Brexit, mais c'est aussi un mélange très bizarre. Et d'ailleurs, même cette comparaison n'est pas juste, mais pour montrer un peu ce que c'est, je pense que c'est un mélange de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, mais aussi de Sandrine Rousseau et de Jean-Luc Mélenchon, qui ont porté Donald Trump au pouvoir. Quand je dis Sandrine Rousseau, c'est pas forcément l'aspect féministe, encore que il y a des lesbiennes, des gays très hostiles à Kamala Harris, qui étaient contre le système et contre les trans, par Et qui se exemple. sont retrouvés pro-Trump. Oui, bien sûr. Non, mais il faut vraiment sortir d'une idée qui est quand même d'abord très de gauche, parisienne, ici où on est, et par rapport à la réalité. Moi, j'ai fait des enquêtes dans plus de 130 villes américaines, plus de 35 États. Vous avez toute cette contre-culture, ce gaming, les crypto-monnaies, tous les gens de la culture alternative, de la subculture, ces néo-hippies, ces post-punk. C'est pas ceux des années 70, c'est ceux qui votent Trump. Et notamment beaucoup de pauvres, beaucoup de gens qui sont contre ce système, qui en ont marre de la manière dont Washington décide pour vous. Beaucoup de latinos, n'oublions pas que les latinos, notamment cubains, mais pas seulement, ont beaucoup voté Trump. N'oublions pas que une majorité très étonnante de jeunes blancs, pauvres, sans diplôme, les mâles blancs de 18 à 29 ans ont voté Trump. Donc c'est pas le fascisme, même si je pense pour une part, Donald Trump est un fasciste. Non, mais j'ai pas de désaccord avec ça. Enfin, il y a des aspects réellement fascistes dans le sens où c'est antidémocratique, contre les institutions, le Parlement, contre la Cour suprême, etc. Et on le verra, ça peut même devenir beaucoup plus dur dans les mois à venir. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus global, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le comprend mal. Prenez le rejet du libre-échange, vous l'avez très bien dit, c'est ce que fait Trump est à l'opposé de ce qu'a fait le Parti républicain depuis Nixon, mais aussi même sous Reagan, sous Bush père et Bush fils. Donc, on est dans quelque chose qui est autre et qui d'ailleurs rejoint parfois des thèmes de Bernie Sanders, parfois ça rejoint des thèmes de AOC, parfois ça rejoint les thèmes de tous ceux qui ne votent pas. Donc, le phénomène Trump, je pense qu'on l'analyse insuffisamment, même si la dimension clownesque, télévisuelle, je dirais quand même homme du chaos, est extrêmement importante. Et je terminerai juste en disant que moi, j'ai beaucoup travaillé sur Steve Bannon, par exemple, qui était plutôt la figure du premier mandat. Je l'ai rencontré, je suis un des rares il m'a invité 2 fois à dîner, etc. Et en fait, j'ai découvert en le fréquentant qu'il n'était pas du tout ce que je pensais qu'il était. En France, c'était un fasciste qui organisait, quand j'étais à Rome, au Vatican, quand j'étais à Madrid, ou au Brésil ou en Hongrie, tout le monde disait Bannon est arrivé, ça s'organise derrière, il prépare l'extrême droite de demain. En réalité, à Rome, j'ai découvert qu'il était tout seul, qu'il y avait 2 oiseaux complètement incompétents, qu'il avait loué une maison, il n'avait même pas les droits, et qu'il y avait 2 prêtres dont un était mort, le deuxième est mort d'ailleurs l'année d'après, il n'y avait rien, et qu'en réalité c'était un clown. C'était un type qui... Et alors par ailleurs, il me disait, ah oui, non mais ce cardinal, il est homosexuel. Et c'était quand même très très drôle, je venais de faire un livre sur ça, et ceux qui le pointaient, c'était ses amis. Évidemment, d'ailleurs, ça s'est terminé parce que comme moi j'ai fait sortir ça, il y a un des cardinaux qui l'a cité, a été très mécontent et donc s'est fâché avec lui. Mais la réalité, c'est que c'était quelqu'un qui n'était pas organisé. C'était quelqu'un qui voulait détruire le système. Il voulait même pas l'organiser. Il voulait que tout saute, puis on verrait bien dans les décombres ce qu'on allait en faire. Et je pense que c'est à la fois beaucoup plus inquiétant que ce que je pensais et en même temps beaucoup moins organisé, beaucoup moins idéologique et sans doute un peu farfelu. Jean-Philippe, Trump, une sorte de Néron, homme du chaos.
Alors, il y a deux choses. Il y a le Trump dans son bureau qui signe tout seul. Ça pose un problème quand même institutionnel. Il y a la victoire de Trump. C'est vrai que c'est une belle victoire. Il faut voir qu'en 2016, il était minoritaire. Il a été élu parce qu'il y a une constitution qui permet qu'on soit élu même si on a 3 millions et demi de voix de moins. C'est là où il faut quand même se pencher sur les gros accidents industriels de la constitution américaine. Il avait toujours 3 millions de voix de moins que Biden en 2020. Et là, il est passé comme ça en 4 ans. Il a eu une belle élection dans beaucoup d'États et effectivement en allant chercher absolument dans toutes les catégories hispaniques, les Noirs, les Cubains, les jeunes. Il a effectivement, vous citiez Octavio Cortés ou Sanders, qui ont un discours anti-libre-échange et anti-chinois qui est très très virulent, comme toute une partie de la gauche du Parti démocrate. Donc il a vraiment été allé chercher partout. Bon. Donc il a une vraie légitimité. Bon. Alors après, on employer un mot savant pour pas faire de paralogisme. Est-ce que c'est cette légitimité qui lui permet de faire ce qu'il fait, ou est-ce qu'il utilise finalement quand même une constitution que je dirais un peu rapidement rédigée à la lueur des chandelles du temps de la marine à voile, mais c'est vrai, qui est anté-parlementaire, parce qu'à l'époque, le régime parlementaire que les Français ont inventé sous la Restauration sur la base du régime représentatif britannique n'existait pas, et qui lui permet quand même de signer sur un coin de table des executive orders qui ont un effet normatif et performatif immédiat. Comme Louis XVI signait la lettre de cachette Beaumarchais au dos d'une carte à jouer, mais c'est ça. On imagine pas un seul chef de l'État dans un régime parlementaire avoir ce pouvoir-là. Moi, je me souviens avoir vu au moment de la crise du Covid, Emmanuel Macron qui se faisait filmer dans le bureau de l'Élysée. Il avait Olivier Véran à son côté. C'est pas tellement parce qu'on parlait de problèmes de santé, mais simplement que c'était Véran qui avait la signature. Ouais, bon. Et sans la contre-signature de Véran, rien ne pouvait être fait. On a quand même un président qui peut purger les bibliothèques. Enfin, je vais caricaturer, mais enfin des choses hallucinantes. Purger les bibliothèques des universités, couper les subventions à Harvard, à la recherche, virer les ambassadeurs, nommer des voyous comme Kouchner, là, qui vient d'être habilité par le Sénat. J'espère qu'Emmanuel Macron aura le culot, mais surtout le bon sens de refuser les lettres de cachet, quitte à créer une crise, parce que nommer Kouchner à Paris... C'est hautement improbable. Ouais, mais c'est se foutre de nous. Enfin, je veux dire, c'est d'un mépris quand on voit le profil de ce bonhomme. C'est bon. Et disposer comme ça de pouvoirs exécutifs que lui donne la Constitution. Alors, on crie aux fascistes parce que pour nous, qui sommes en régime parlementaire, alors orléanisme, monarchiste, ce que vous voulez, mais enfin, on est quand même en régime parlementaire, ça nous paraît aberrant. Non, il applique la Constitution. Alors après, il y a des limites, il y a les juges, mais enfin les juges en France aussi, vous avez des recours, des exceptions d'illégalité dans les juges administratifs, et puis le juge civil et le juge des libertés publiques. Puis il y a le temps de la justice qui n'est pas forcément le temps du réel. Oui, mais de toute façon, et puis vous avez le Congrès, mais enfin le Congrès, contrairement au régime parlementaire, peut pas voter une motion de censure. En fait, c'est très compliqué et c'est très long. Donc, il utilise ses pouvoirs qui sont importants, quasiment de co-législateur. Barack Obama avait dit un jour, quand c'était bloqué sur le budget, je sais pas, avait dit, vous savez, moi, à fac, c'est un stylo et je gouverne le pays. Bon, et ça nous paraît aberrant parce que chez nous, le chef de l'État, même Emmanuel Macron, s'il n'a pas le Premier ministre pour contresigner, le dit Premier ministre étant responsable devant un Parlement dont la Chambre basse peut être envoyée à l'arbitrage des électeurs, enfin c'est la définition du régime parlementaire, tout ça, ça n'existe pas. Bon, mais il faut faire très très attention. Pour l'instant, Trump, il mord sur la ligne rouge, il déborde de ses pouvoirs, mais c'est pas non plus une dictature. C'est une constitution qui déjà l'avait fait élire alors qu'il avait 3 millions de voix de moins que sa concurrente, qui connaît le droit de veto, qui est toujours sur l'impeachment, la responsabilité pénale, etc., etc. Bon, alors qualifier ça de fascisme, moi, ça me gêne beaucoup. Parce qu'on rapproche, il faut faire très attention aussi de ne pas rapprocher ça de la façon dont il a été élu. Vous savez, il y a beaucoup des discours ultra-libéraux, comme quoi le fascisme peut arriver par les urnes. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun cas où vraiment il y a eu des majorités éclatantes pour les régimes fascistes. Trump a été très bien élu, et là, il utilise, il use et il abuse des pouvoirs et de réglementations et de lois aberrantes, dont celle qu'on a citée, qui est le dernier Patriot Act
de 1798, enfin le fameux Enemies Alien Act de 1798, qui est une loi qui était passée en 1798 contre les Français. Ça, c'est aussi un vieux fantasme de l'histoire américaine, l'opposition brutale à la Révolution française, et puis cet article de la Constitution américaine qui est la Suspension Clause, qui est l'état d'exception dans la Constitution. Ça, il n'y a aucune constitution démocratique, c'est même pas l'article 16, hein. C'est la possibilité d'écarter l'habeas corpus en invoquant des règles de sécurité nationale. Et ça s'appelle la suspension clause et c'est dans la Constitution. Donc il est toujours temporairement dans les clous en ce moment. Non, juste en fait, moi je pense que déjà au niveau de l'élection, enfin la rhétorique qu'on entend, enfin le récit qu'on entend partout, c'est qu'il a gagné haut la main. Alors, il a gagné effectivement les États clés, etc. Mais il a gagné à 1,5 point, hein, en fait, quand on regarde par rapport à Kamala Harris. C'est surtout Kamala Harris qui a eu 6 millions de voix de moins qu'a eu Joe Biden en 2020. Et finalement, il a eu 2 millions de voix de plus qu'il avait eu en 2020, Donald Trump. Mais ce n'est pas non plus, il n'y a pas une majorité écrasante. Et d'ailleurs, il est même juste en dessous au niveau du vote populaire, c'est-à-dire qu'il est à 49, enfin, disons quasiment 50%. Donc il n'a pas un mandat non plus pour faire de la part du peuple, comme il le dit très souvent. Et l'autre élément qui me semble important, c'est quand même, alors moi je n'irais pas non plus mettre une étiquette fasciste, etc. Parce que alors là, on rentre aussi dans des débats de sémantique. Moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas spécialiste du fascisme. Mais par contre, il y a quand même un élément que je trouve assez étonnant et nouveau et qui fait peur, c'est de voir que des élus ont peur, justement. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que si des gens... Des élus républicains. Des élus républicains. Donc si on voit que, par exemple... des gens comme Pete Hegseth, par exemple, ont été nommés à la défense et il y a eu un vote au Sénat, c'est parce que les sénateurs qui étaient quand même pas très chauds pour voter pour lui, le vote est public et ils avaient peur. Et ils ont peur à deux niveaux. Ils ont peur des primaires, d'avoir un candidat financé par Elon Musk qui va s'opposer, qui va dire moi je suis plus trumpiste que lui, donc je devrais être élu. Et ça a marché pour les républicains modérés jusque-là. Et l'autre élément, c'est même une peur sur la sécurité. Ça a été dit d'ailleurs un petit peu par la sénatrice de l'Alaska. Pour leur intégrité physique. Pour leur intégrité physique et celle de leur famille. Et donc, c'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'élus maintenant qui prennent une sécurité privée, personnelle, parce qu'il reçoit des lettres de menaces des extrémistes. Parce que l'assaut du Capitole et parce que la grâce présidentielle, alors ça, qui est un blanc-seing donné à la violence. Quelque part, c'est de considérer que cette violence-là, elle est légitime, puisque c'est pour sauver, ce que dit Trump, c'est pour sauver la légitimité et la démocratie. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui font, quand vous êtes dans un pays armé, que vous recevez des lettres de menaces, effectivement, voilà, il y a eu des cas, hein, quand même. On a vu même le mari de Nancy Pelosi qui a été attaqué. Enfin, il y a eu... plusieurs choses comme ça. Et donc, il y a cette dimension-là qui doit être quand même, dont on doit aussi tenir compte. Alors, on n'est pas dans les chemises brunes, hein, mais disons que, voilà, c'est quand même quelque chose qui fait que les contre-pouvoirs n'ont pas leur rôle, et notamment celui du Congrès. Alors, on a encore celui du juridique, mais pas tellement du législatif. Frédéric Martel. Moi, je suis assez en désaccord avec ce que vous disiez, d'abord parce que... Vous êtes en désaccord avec Jean-Philippe Pimaréjon. Exactement. Pour ceux qui nous écouteraient. Ça fait 3 mois qu'il est, un peu plus de 3 mois qu'il est au pouvoir, depuis le 20 janvier. Donc, c'est quand même très, très récent. Pour que la justice se mette en marche et même pour que le Congrès se mette en marche. N'oublions pas qu'un executive order, c'est un peu l'équivalent d'un décret en France. Il y a des règles très complexes, on ne va pas les détailler, mais qui font qu'il y a un moment donné, sur certains domaines, le Congrès va devoir donner son avis. N'oublions pas que Trump a zigouillé, pardonnez-moi l'expression, un certain nombre d'agences, je pense à l'USAID, mais aussi NPR, PBS, le National Endowment for the Humanity, le National Endowment for the Arts, il n'en a pas le droit. En réalité, il le fait, comme il l'a fait à l'époque, le Congrès les avait rétablis. Donc on verra, je ne dis pas qu'il va le faire, mais encore une fois, et d'ailleurs c'est le Congrès avec les 2 chambres, et comme vous l'avez dit en introduction, ça va durer encore 1 an et demi, puis on verra s'il y a encore 1 ou 2 chambres républicaines. L'autre désaccord, c'est sur la Constitution américaine. Alors, je sais bien qu'on est français, qu'on est mieux qu'ailleurs. Enfin, la Constitution américaine, elle a prouvé qu'elle était très démocratique. On a toujours eu, depuis le début,
en tout cas au XXe siècle, un démocrate, un républicain plus ou moins. Donc ça prouve qu'il y a une forme de pluralisme et je pense qu'elle est plutôt plus solide que la nôtre et plutôt plus moderne. Donc l'idée de dire qu'elle serait pas démocratique, à Paris aussi, on vote par arrondissement, c'est pas moins démocratique, on peut changer ça, mais d'ailleurs aux États-Unis, il y en a qui le souhaitent. Je ne suis pas sûr que ce soit la clé. La clé, elle n'est pas là. La Constitution a été faite, elle est faite pour mieux représenter notamment justement, pas seulement les élites, pour mieux représenter les villages, les États les plus... Alors, il y a quand même la question du Sénat, parce que quand on voit que, par exemple, le Wyoming, qui a 40, enfin, voilà, 40 fois moins de population que la Californie, a le même nombre de sénateurs. Oui, bien sûr. Non, mais moi, dans le 4e et là où j'habite, bah, c'est pareil. Donc, on ne dit pas que la maire de Paris n'est pas élue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas changer ce système. Mais d'abord, premièrement, qui on est. Enfin, c'est pas nous qui allons changer. Donc, ça sert à peu près à rien de dire ça. Et surtout, je pense qu'il y a de beaux restes dans la démocratie américaine. Et d'autre part, vous dites, il fait tout ça. Bah, non. Enfin, il fait un certain nombre de choses. On va s'apercevoir que le Congrès ne le laissera pas faire. On va s'apercevoir. On dit. Il domine les bibliothèques. Enfin, Donald Trump, pardonnez-moi, mais il n'y a aucun livre dans les bibliothèques qui ont été enlevés par Donald Trump. Les bibliothèques, elles ne dépendent pas du gouvernement fédéral. Elles dépendent généralement des villes, parfois des counties, parfois des États, et rarement des États d'ailleurs. Donc c'est en fait un élu local qui a pris cette décision, qui d'ailleurs suscite des polémiques. Enfin, la liberté d'expression aux États-Unis, elle existe, et même s'il y a eu quelques cas, il ne faut pas penser les États-Unis comme étant la France. Les États-Unis, c'est l'Union européenne. Donc quand il y a un problème, c'est à peu près comme quand il y en a en Pologne, en Hongrie ou en Roumanie. C'est de cette ampleur-là qu'il faut voir les choses. Et c'est pareil pour les universités. On a dit ils décident rien du tout. Les universités sont à 78% à peu près publiques, dépendant des États et non pas du gouvernement fédéral. Les autres sont à but non lucratif, ce qu'on appelle les 501c3. Elles dépendent de leurs donateurs. Alors certes, il y a des budgets fédéraux, mais qui sont assez faibles selon les cas, assez forts pour Harvard, pour les grandes universités de recherche, mais qui ont, ne l'oublions pas, beaucoup d'autres moyens de lutter. Harvard, c'est 40 et quelques milliards de dollars d'endowment, au passage plus que tous nos budgets pour toutes nos universités, toutes nos grandes écoles, États, villes, budget confondu. Donc, ils ont de quoi tenir. Même Trump sera mort depuis longtemps, que Harvard sera toujours vivant. Donc, je pense qu'il faut pas exagérer. Je ne dis pas qu'il fait pas n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il n'a pas la volonté. Donc, au fond, pour moi, le problème principal, c'est pas tant ce qu'il fait, mais ce qu'il aimerait faire. Et c'est là où ça renvoie, et je termine avec ça, ça renvoie à un certain nombre de penseurs qu'on étudie, et je pense que tous on s'intéresse beaucoup à ça aujourd'hui. C'était Bannon, mais on peut pas dire que c'était vraiment un penseur. C'est J.D. Vance, c'est pas non plus un grand penseur, mais il y a des gens comme comme Curtis Yarvin qui vaut ce qu'il vaut parce que c'est peut-être pas non plus un grand penseur, mais qui a beaucoup influencé. Il y a effectivement des gens qui sont profondément hostiles à la démocratie, qui veulent changer ça profondément. Alors que ce soit vers une technomonarchie, que ce soit le plus souvent d'ailleurs pour redonner le pouvoir aux États ou aux villes. N'oublions pas que si on regarde la question de l'avortement, c'est ça qui s'est passé. Donald Trump a redonné le pouvoir aux États. Il n'a pas, en soi, il n'a pas changé la règle. Il a juste considéré que c'est pas le gouvernement fédéral de décider pour l'ensemble du pays. De même, pour un grand nombre de questions universitaires, culturelles, la santé, beaucoup d'éléments sociaux sont de l'ordre de l'État. C'est pour ça que son influence sur ça est très faible, contrairement à ce qu'on dit beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas dans une dictature, même si lui, il peut avoir une pente fasciste ou dictatorial ou le vouloir. Donc la question, c'est plutôt est-ce que ces penseurs-là et ce que Trump en comprend et ce qu'il veut faire, est-ce que ça va aller plus loin? Est-ce qu'ils vont réellement, parce que pour l'instant on n'a pas vu, ils n'ont même pas essayé, de changer le système? J'en doute beaucoup et surtout, il n'a pas le mandat des électeurs, de ses électeurs et encore moins du peuple américain pour changer le système. Jean-Philippe, je vous dois un droit de réponse, je crois. Oui, mais je n'ai pas dit que c'était pas démocratique. J'ai dit simplement justement qu'il fallait pas qualifier de fascisme une constitution qui donne ce pouvoir, qui nous paraît aberrant, nous, en régime parlementaire, au chef de l'État de signer des trucs sur un comptable. C'est pas parce que j'ai pas dit que c'était pas démocratique, j'ai dit que ça n'avait rien à voir
avec ce qui se passe ici. Et que deuxièmement, le pouvoir judiciaire, il fonctionne en France aussi. Il y a des recours administratifs, ça peut aller très très vite. On a des jurisprudences même qui datent notamment de l'affaire d'Alger. Enfin, on apprend ça en fac de droit. Et puis on a des juges des libertés publiques. C'est le juge civil qui peut être saisi en référé et il tranche en 48 heures. Donc on a nous aussi des garde-fous juridiques et judiciaires. Quant au Congrès, oui, mais enfin c'est très long. Quand vous lisez les mémoires de Churchill sur le Lend-Lease, sur le crédit bail, fin 40, début 41, il s'énerve après Roosevelt. Il lui dit, mais pourquoi ça traîne autant au Congrès? Moi, c'est votre histoire de... Je vais le lundi matin dans les communes, on discute pendant 5 jours et j'ai oui ou non le vendredi soir. Au Congrès, ça fait 3 mois que ça dure et Churchill lui-même ne comprend pas la lenteur et bon. Et ça, c'est le premier droit de réponse. Le deuxième, faut être darwinien. Ça n'est pas parce qu'un système a fonctionné qui va pouvoir fonctionner. Toute une question de conjoncture. Pour l'instant, ce système est utilisé par Donald Trump. Il peut très bien déstabiliser les États-Unis, je n'en sais rien. Et les États-Unis peuvent très bien, dans le contexte actuel avec la crise en Ukraine, les Russes, etc., bon, peut très bien, pour une fois, être en échec. Ce n'est pas parce qu'un système, c'est la différence entre Lamarck et Darwin, c'est pas parce qu'un système a fonctionné et très bien qu'il peut de nouveau fonctionner. Il y a des moments où il faut abandonner sans préjuger de la valeur intrinsèque du système dans le passé. Bon. Or, le système américain, quand même, a montré sur le shutdown, enfin, que les problèmes budgétaires sont, on revient à ce que disait Churchill, sont quand même réglés de manière assez pénible, alors que dans les démocraties parlementaires, quitte à aller à la dissolution ou au référendum, puisque on en parle pour la dette, ça peut être réglé relativement rapidement. On a un système qui a permis quand même à Trump d'être élu avec 3,5 millions de voix de moins. On a un système qui lui permet de signer des choses qui sont d'application immédiate, alors que les juges, c'est comme le A69, hein, le fameux autoroute, nous aussi, on a des juges qui peuvent tout revoir après. Bon, mais ce qui est invraisemblable pour nous, c'est que ce bonhomme, sur un coin de table, parce qu'il a le droit, il fait quelque chose et il est mis en œuvre, alors plus ou moins. Les bibliothèques de la Marine et du Pentagone ont été purgées, parce que là, il a le pouvoir. Oui, bah oui, mais bon, mais là, il a le pouvoir. Et ça a vous été avez fait. 3800 bibliothèques de recherche aux États-Unis, c'est pas parce qu'il y en a une. Bon, donc, quand c'est dans son domaine, il peut le faire. Bah, peut-être la bibliothèque de la Maison Blanche aussi, il peut censurer quelques livres. Oui. C'est pas ça la censure des bibliothèques aux mais États-Unis. c'est pas pour autant qu'il faut qualifier. Non, mais alors, il utilise ses pouvoirs constitutionnellement. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça... Non, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est de voir que le Congrès... Il y a l'idéologie qui a derrière, on pourrait y venir. Et le Congrès lui donne... D'objectivisme, d'originalisme, enfin, tout un tas de théories qui arrivent comme ça, qui sont des mises en forme. Mais après tout, on a aussi le déconstructivisme où les universités américaines n'ont rien compris à Foucault, Derrida et tout, et on refait une bouillie énorme. Et ça, c'est effectivement inquiétant parce que ça donne un espèce de substrat idéologique qui vaut pas grand-chose. Enfin, on va pas parler de Ayn Rand, mais qui effectivement pousse tous les gens qui sont autour de Trump à tenir des discours tous plus hallucinants les uns que les autres. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? On verra, effectivement. Parce que quand même, on voit que même depuis ces 3 mois-là, par exemple, les tarifs douaniers, c'est donc Trump qui les applique. Normalement, c'est du domaine de la Chambre, enfin du Congrès plutôt. Et le Congrès a donné une partie de ses pouvoirs déjà par le passé pour, sur des questions au nom d'une certaine urgence qui pourrait y avoir. Comme en France avec les ordonnances. Oui, d'accord. Mais moi, je compare pas tellement à la France. Enfin, mon but n'est pas trop de comparer à la France, mais de voir que par rapport à ce qui s'est passé autrefois et ce qui se passe là maintenant, c'est que dans les 3 mois, là, le Congrès a encore plus donné de pouvoir justement décisionnaire à Trump et en fait remet son pouvoir de la bourse à une personne. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils n'exercent pas leur pouvoir. On l'a vu aussi sur les nominations au niveau du Sénat. D'ailleurs, le président du Sénat, qui n'était pas très trumpiste, le plus trumpiste de ceux qui étaient en lice, a été élu parce que le vote était secret. Mais quand le vote est public, eh ben, il se trouve que là, s'opposer à Trump, ça fait peur. Et moi, c'est pas tellement... que les institutions vont s'écrouler, mais c'est que les institutions, à mon avis, n'ont de sens que quand elles sont vraiment incarnées par des gens qui les utilisent. Et ce que je crains plus, c'est une sorte d'autocensure que font les gens
par peur ou par ambition ou pour plein de raisons, mais où finalement ils n'exercent plus leur pouvoir. Quand par exemple, je vais prendre un exemple, quand Donald Trump appelle le secrétaire d'État de Géorgie en 2020 pour dire il faut me changer le vote, il faut me trouver 11 700 personnes qui ont voté pour moi, je suis sûr, enfin voilà, qu'il y en a. Voilà, le secrétaire d'État républicain, donc de l'État de Géorgie, a incarné sa fonction en disant bah non en fait, et on l'entend au téléphone. Il ne s'est pas laissé impressionner. Et ça, c'est ça qui peut changer les choses. C'est la question, c'est de savoir est-ce que les gens vont vraiment utiliser leur fonction. Parce que de votre point de vue, les institutions ne se suffisent pas à elles-mêmes. Ben, elles ne sont, en tout cas, elles n'ont de sens qu'à partir du moment où elles sont incarnées réellement par des gens qui ont à cœur je dirais, non seulement d'utiliser pleinement les pouvoirs de ces institutions et des contre-pouvoirs, et aussi le bien collectif, et non plus d'être dans cet aspect partisan. On est dans un pays qui est extrêmement divisé, extrêmement polarisé. On le voit encore dans les derniers sondages, hein. C'est impressionnant sur à peu près tous les sujets. Donc moi je pense que c'est ce problème-là de voir, voilà, est-ce que des gens vont être au-dessus, un petit peu au-dessus de tout ça et voir le bien collectif dans ce qu'il représente au niveau des institutions diverses et variées. On va le voir avec les cours, avec la Cour suprême, ça commence déjà, il y a des choses qui se passent. Et effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les décrets qui sont bien plus important, hein. On voit que ce qui se passe là, on a quand même une prolifération de décrets comme on n'a jamais vu, de décrets, de mémorandums, de plein de choses. Et ce qui se passe, c'est que les cours sont en fait envahis de recours et ne peuvent pas suivre. Ils sont totalement saturés. Et d'ailleurs, la saturation médiatique et politique, c'est vraiment une des stratégies de Donald Trump, d'ailleurs, dont parle très bien Steve Bannon, hein, donc, to flood the zone with shit, hein, c'est vraiment son. Je pense qu'il a ça pour le coup. Donald Trump l'a très bien compris. C'est comme quand on bloque un système informatique, on appelle ça par déni de service, je sais pas, en le saturant. On le sature. Ouais, c'est ça. Frédéric, vous êtes d'accord, les personnes plus importantes que la structure institutionnelle? Non. Parce que vous sembliez dire l'inverse. Non, mais bien sûr, ça va dépendre Non, mais ça va dépendre des individus, à quelle position ils sont. Ça, vous serez entouré d'ennemis. Les États-Unis, c'est un très grand pays. Enfin, c'est 15 fois plus grand que la France, 5 fois plus grand par sa population. Dès qu'on parle de cours, c'est pas une cour, c'est des cours dans tous les États. Il y a des cours suprêmes dans chaque État. Donc, effectivement, que tout ça prenne beaucoup de temps, c'est évident. Et c'est pour ça. Et d'ailleurs, il vaut mieux que ça prenne du temps parce que comme il est capable, en tout cas sur des décisions fédérales, de blanchir n'importe qui, il vaut mieux que les gens soient condamnés dans 4 ans plutôt que maintenant, pour qu'ils puissent un jour faire leur peine. Mais plus sérieusement, je crois qu'on va assister, c'est en tout cas mon hypothèse, et j'ai peut-être tort, et j'espère ne pas avoir tort, on va assister, je dirais, au moins au moment des midterms, c'est-à-dire disons dans un an, à partir surtout de septembre 2026, on va assister à une Amérique qui va se réveiller contre Trump. Je ne dis pas d'ailleurs qu'elle va gagner, puisque comme il y a une autre Amérique très anti-système qui, elle, va peut-être sous une forme ou une autre de défendre, ça sera encore une fois cette bataille, qui n'est pas nouvelle, hein. N'oublions pas, la bataille existait à l'époque de Nixon, elle existait à l'époque, bien sûr, de Reagan, de George Bush. Moi, je vivais aux États-Unis sous George Bush fils. Enfin, c'était pas exactement comme aujourd'hui, bien sûr. D'ailleurs, George Bush fils est très hostile à Donald Trump, mais malgré tout, il y avait cette polarisation était très forte. Il y avait un rejet complet par un certain nombre de gens minoritaires à l'époque de Bush fils, en tout cas après son premier mandat. Donc moi je crois qu'il va y avoir chez les démocrates, chez un certain nombre de républicains, au moment des midterms, au niveau des milieux culturels, intellectuels, d'une partie de la presse, et je dirais de tout ce qui fait aussi l'Amérique qu'on aime, c'est-à-dire l'Amérique des droits de l'homme, l'Amérique des civil rights, l'Amérique qui quand même redonne du pouvoir aux gens, l'Amérique qui prend en charge ses problèmes, l'Amérique des community, etc., etc. Je pense que toute cette Amérique-là va s'organiser, se mobiliser pour dans un premier temps, limiter les pouvoirs de Donald Trump, et dans un second, peut-être le battre au moment des midterms, et espérons-le, changer complètement la donne pour les prochaines présidentielles. Jean-Philippe? Oui. Vous souscrivez? C'est un peu ce qu'on dit, oui. Pour George Bush fils, pour Trump.
on va attendre que les choses. Je vous voyais un petit peu circonspect. Non, mais on va revenir à l'Ukraine et puis à l'autre dossier brûlant dans lequel Trump intervient, qui est le Proche-Orient. Nous, on n'a pas le temps d'attendre. Il faut que l'Europe tranche rapidement. Il faut que l'Europe prenne acte du retrait américain en Europe, qui n'est pas une surprise, parce que là, les choses sont graves, et c'est là où Poutine, finalement, sur le long terme, est gagnant, parce qu'au moment où vraiment il va falloir se décider à aller à l'assaut de la forteresse Russie, on sait que les Américains ne seront pas là, puisqu'ils l'ont toujours dit. Bon, donc nous, on fait quoi? Et Trump l'a redit hier. J'en ai un petit peu. Il a dit, si ça débouche pas, c'est pas notre affaire. Il a redit clairement. Et puis il y a le Proche-Orient aussi. On peut pas laisser Trump à la manœuvre parce qu'on est en Méditerranée et puis que lui-même, de toute façon, l'Amérique peut très bien se retirer, pareil, des négociations. Enfin bon. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? Donc bien sûr. L'Amérique peut redevenir ce qu'elle a été, la pastorale, Lincoln, Jefferson, Kennedy, malgré le Vietnam, Roosevelt et tout. Enfin, nous, là, au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les choses vont très rapidement. Sur l'affaire ukrainienne, Trump peut très bien, vendredi soir, dire, si c'est comme ça, moi, vous vous débrouillez avec Poutine, ne comptez pas sur les troupes américaines, qui sont en Pologne et en Roumanie, qui ne se sont pas avancées folle dans les États baltes et au contact éventuellement des Russes. Et nous, il va falloir qu'on gère ça, quoi. Voilà. Et oui, pareil pour le Proche-Orient. Mais personne ne va aller au contact des Russes. Je pense que vous, pas plus les Américains que les Européens. On n'ira pas, nous, parce qu'on a sur cette affaire, on a quand même les mêmes intérêts, nous aussi, français. Mais oui, on est puissance nucléaire, donc ce que les Américains ne veulent pas faire, c'est se mettre au contact des Russes. Voilà. C'est exactement la même chose pour les Français. On ne peut pas reprocher à Trump ce que nous-mêmes on ne veut pas faire. Pour le coup, une des seules choses sur lesquelles il a raison depuis le début, c'est de dire c'est aussi à l'Europe de financer sa défense vis-à-vis par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union européenne. Et de ce point de vue, pour le coup, c'est un argument qui était très fort. Oui. Mais moi, j'ai écrit, attendez juste, moi j'ai écrit un article dans la rue des Défenses nationales pour un autre site, la Vivi. Il est paradoxal de faire une espèce d'anti-américanisme idiot en disant, puisque Trump ne veut pas aller au contact des Russes, il faut qu'on y aille nous. Non, parce que dans cette affaire, et là Trump a raison, et je pense que le Pentagone est derrière Trump, l'intérêt des Américains de ne pas se mettre puissance nucléaire au contact des Russes et de laisser entre eux et nous une zone qu'on sécuriserait, mais sûrement pas en étant au contact physique, c'est aussi l'intérêt de la France, qui est puissance nucléaire, seule puissance nucléaire continentale avec les Russes, et qui, de toute façon, je l'écris aussi, si ça dégénère à 2 heures du matin, le coup de téléphone, il sera entre Poutine et Macron, ou leur successeur, et il ne sera pas avec Trump qui ira jouer au golf. Ça, on en est sûr. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses très crûment. Et le grand intérêt de Trump, c'est d'avoir dit les choses très brutalement. Moi, j'ai bien paradoxalement apprécié le discours de Vance à Munich, parce qu'il nous a dit quand même... conférence sur la sécurité. Oui, non, mais il nous a dit aussi, nous, on partage pas les mêmes valeurs. Enfin, quand on écoute bien Vance, on est sur 2 planètes différentes. Et c'est ça qui a c'était un discours les plus que... Mais là non, mais par exemple sur la liberté d'opinion et etc. Là aussi, je suis en profond désaccord, et pas d'ailleurs avec vous, en l'occurrence avec J.D. Vance. Je pense que lui-même ne représente pas les Américains sur ça. Je pense qu'en réalité, moi je continue à être, c'est difficile par les temps qui courent, et je sais que c'est bientôt une insulte, atlantiste. Vous êtes notre optimiste. Je continue à être atlantiste dans le sens où je pense que paradoxalement, on partage les mêmes valeurs avec les Américains, ou en tout cas avec une majorité d'Américains. Nous, Européens, eux, Américains, avec le Japon, l'Australie, quelques autres pays, les Anglais, etc. Et qu'on n'a pas, pour le coup, les mêmes valeurs avec les Chinois, avec les Russes et avec un certain nombre d'autres, même si faut peut-être pas exagérer cette confrontation entre l'Occident et le reste du monde. Mais là où J.D. Vance, à mon avis, se trompe, sur la liberté d'expression, par exemple, il se trompe totalement. Enfin, la liberté d'expression, elle est aussi forte chez nous que chez eux. Elle existe aux États-Unis, c'est un fait. Elle est construite différemment. C'est à peu près comme si vous disiez, eux, ils ont le sécularisme et nous, on la laïcité. C'est pas la même chose. C'est quand même à peu près la même chose. Simplement, c'est la même intention. C'est pas construit de la même manière, forcément. Les lois sont différentes, mais l'objectif est le même. D'ailleurs, n'oublions pas que les États-Unis, ce qu'on oublie toujours aussi, c'est un pays qui est de moins en moins religieux.
c'est un pays où la pratique religieuse est en diminution. Donc, c'est pas exactement vrai. Et d'ailleurs, Trump en est l'incarnation, puisque je veux dire, le type a été toute sa vie pour l'avortement, il a été pro-gay, il a d'ailleurs eu de multiples femmes, on le sait, et bien d'autres choses, y compris des prostituées, on le sait aussi. Donc, et sa pratique catholique ou religieuse est à peu près égale à zéro. Donc, il incarne aussi cette Amérique-là, je dirais, par certains aspects, même s'il y a des forces évangéliques et des forces catholiques ou juives plus orthodoxes dans le pays. Mais voilà, moi, je reste optimiste. Alors, je suis en partie en désaccord, et en partie d'accord. Je pense qu'effectivement, il faut se méfier de. On peut regarder par exemple que si on regarde les MAGA, par exemple, ce qu'ils représentent, il y a un sondage qui est sorti qui est très intéressant là, de YouGov il n'y a pas très longtemps, qui montre que c'est à peu près la moitié, un tout petit peu plus de la moitié des républicains. Donc, ça veut dire que ça fait à peu près moins de 20% de la population américaine. 17, il me semble. Voilà, c'est ça. On est à peu près 17%. Donc, ça veut dire que c'est pas un phénomène non plus. Voilà, c'est pas parce que des gens ont voté pour Trump qu'ils ils acquiescent à tout ce qu'il fait. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est parce qu'on parle des midterms et on parle. Alors déjà, la question internationale, elle est très peu. Aux États-Unis, globalement, les gens n'intéresse pas tant que ça. elles en n'intéressent pas réalité. du tout. Les élections se vont pas là-dessus, sauf s'il y a vraiment des Américains qui sont dans une guerre. Et là, effectivement, ça devient un enjeu. Il y a une war fatigue, comme on dit, hein, la fatigue de la guerre. Et il y a vraiment, je pense que Trump, là-dessus, l'idée de ne pas envoyer de troupes, de toute façon, c'est quelque chose qui marche avec beaucoup d'Américains. Ils en ont marre de ces guerres depuis notamment le 11 septembre. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, on parle des midterms un petit peu de manière normale, mais rien n'exclut le fait qu'ils remettent en cause le résultat des midterms. Dire, c'est pas comme s'ils n'avaient pas remis en cause déjà des résultats des élections. Donc des résultats qui lui sont très défavorables ou défavorables aux républicains, puisque lui ne sera pas un enjeu, il peut très bien dire, en fait, non, il y a eu de la triche, il l'a déjà fait. Et un tout petit élément qui me... Voilà, il a parlé de privatiser la Poste, par exemple, mais de reprendre une partie des services de la Poste en faisant dans un département américain, dans un ministère de l'exécutif. Et c'est la partie notamment qui gère les votes par correspondance. Alors, il ne l'a pas fait, mais il en a parlé. Donc voilà, il y a quand même une idée quelque part de pouvoir... Parce que les élections, c'est effectivement du domaine des États. On est bien d'accord qu'il ne peut pas, lui, comme ça, changer les choses. Mais bon, il peut en tout cas mettre une pression et dire, non, en fait, les élections ont été corrompues et créer un vrai chaos. Donc, il faudra voir après, encore une fois, s'il est suivi. Mais là, il est trop tôt pour pouvoir le dire. Je pense qu'avant d'en arriver là, il faudra qu'il se passe beaucoup de choses et c'est effectivement trop tôt pour le dire. Mais rien n'est exclu avec lui. Chers amis, il est 17h59, passé de 33 secondes maintenant. C'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est peut-être l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite, Jean-Philippe Maréjon. Patate chaude de la fin. Le mot de la fin. Wait and Celui de la see. suite, Wait à votre and convenance. see, comme disaient nos amis britanniques. Il faut voir. Je veux dire, il y a bon, je suis pas. Moi, j'aime bien M. Vance qui dit des choses, qui met les pieds dans le plat. Il a fait une autre déclaration en disant sur Suez, les Français avaient raison à Suez, on a eu tort d'envahir l'Irak. Moi, j'aime bien. M. Vance dit des choses, il faut vraiment l'écouter. Et puis, ça sera le mot de la fin. S'il y avait des élections demain anticipées ou même un accident, M. Vance serait dans le bureau ovale. Donc Merci. c'est quelqu'un qu'il faut, à mon avis, suivre de très près. Merci Jean-Philippe Maréjon. Frédéric Martel, le mot de la fin ou celui de la suite? Ce sera jamais le. Moi, je crois pas que l'histoire est un sens. Donc, par nature, on peut pas. Tout peut se passer. La suite, c'est quand même, à mon avis, un homme qui va être confronté, ce que j'ai dit, mais qu'un homme qui va être confronté au fait que quand on est un clown, et peut-être un bon clown, quand on est un animateur de télévision, et peut-être un animateur de télévision qui a beaucoup d'audience, ça n'empêche pas que la politique, c'est quelque chose de sérieux, de très complexe, dont il s'aperçoit d'ailleurs que ses propres propositions le mènent dans le mur presque à chaque coup, d'où d'ailleurs le fait qu'il recule surtout. Ça ne le dérange pas trop, ce qui est peut-être assez étrange, mais c'est comme ça. Mais je crois encore une fois que les États-Unis ont beaucoup de défauts. C'est un pays qui est complexe, c'est un pays qui est aussi qui a de vrais éléments de problématiques dans son histoire et en son sein, mais il a aussi la capacité à corriger ses erreurs, et je pense qu'on le verra.
Merci Frédéric Martel. Jérôme Bialagodefroy, le mot de la fin ou celui de la suite? Moi, je suis assez. Alors, je pense qu'on n'est pas à la fin du récit, en tout cas, et que de l'histoire, effectivement, et que les choses peuvent aller dans plusieurs directions. Tout est ouvert, donc il n'y a pas non plus de panique à avoir, mais il faut être très, très vigilant. Nous, on peut rien faire. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'espoir que les choses changent, il faut regarder que tout peut évoluer. Et il y a aucune certitude. Et donc, il faut aussi effectivement garder un certain optimisme pour la suite, mais tout en regardant bien ce qui se passe et dans le détail. Merci Jérôme Bialagodefroy, merci à tous les trois. Je vous laisse entre les, les bras tout à fait désintéressés de Camille Rio qui va surgir et qui devrait vous être d'un aimable concours pour retrouver la lumière du 16e arrondissement de Paris. Il est 18h02. On laisse Donald Trump près du sol et on file dans le ciel les nuages des religions, des croyances, des dogmes. On va parler de la religion catholique, de son influence en France qui décroît à l'heure où justement les catholiques ont applaudi l'élection de leur nouveau pape après la mort du pape François. Un pape qui s'appelle Léon et qui, promettons, saura faire la synthèse entre les traditionalistes et les progressistes. Léon XIV qui a lancé mercredi un appel pressant à laisser entrer, dit-il, une aide humanitaire décente à Gaza et mettre fin aux hostilités dont le prix atroce est payé par les enfants, les personnes âgées et les malades. Des mots de l'héritier du trône de pierre pour ceux qui souffrent de la guerre et peut-être avec à l'avenir un nouveau rôle à jouer pour le pape. Bonsoir Paul Zelic. Bonsoir. Paul, vous êtes théologienne, pardon, vous êtes présidente de la confrérie des baptisés. Non, conférence. C'est vrai? Bah, tout à fait. Mais pourquoi j'ai noté confrérie? Ah Allez, bah non, mais- oh là Elle peut être là, Sophie également. je recommence. Paul Zélich, bonsoir, vous êtes Bonsoir. théologienne, vous présidez la conférence des baptisés, vous avez commis aime et ne fais pas ce que tu veux. C'est paru chez Le Condottieret. À vos côtés, Olivier Bobineau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes sociologue des religions, vous êtes membre du groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS et vous avez commis aux arènes l'incroyable histoire de l'Église. En face de moi, à vos côtés, Jean-Louis Schlegel. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Vous êtes sociologue des religions, vous êtes philosophe, traducteur, éditeur au Seuil et vous êtes aussi, vous l'avez dit en début d'émission, un petit peu l'âme de cette revue qui s'appelle Esprit. C'est Voilà, on peut, enfin, l'âme, la vieille âme. on va dire. ça? La vieille âme pensante alors. On va parler du rôle qu'entend se donner le pape Léon et aussi peut-être de son entrée dans le jeu géostratégique. On va pas parler que de ça. On aura peut-être quand même quelques mots pour Gaza, pour la guerre en Ukraine, mais pour commencer, peut-être avant de plonger les mains dans le cambouis de notre sujet, voilà les catholiques avec un nouveau pape. Qui est-il? Pourquoi lui? Pourquoi Léon? Et puis peut-être comment l'annonce de son nom a été reçue, peut-être, et quels sont ces grands chantiers qui se lancent. Vous avez 2 heures, Paul, c'est pour vous. Alors, l'annonce de son élection est plutôt bien passée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, en amont, les choses étaient déjà très bien avancées, ce que les médias ne savaient pas, et que son élection est le fruit d'un accord entre les 2 évêques les plus importants, entre guillemets, des États-Unis, l'un qui est très conservateur et l'autre qui était bergolien. Et ils se sont, d'une certaine manière, désistés. Donc Bergoglien, En c'est faveur donc, du côté du pape François, du du pape. défunt pape. Bergoglio, on dit bergolien. Voilà. Et donc, ils se sont désistés en faveur de Prévost. Et donc, ensuite, il a fallu que les cardinaux électeurs choisissent entre Prévost et Parolin. Et Parolin s'est désisté, lui aussi, en faveur de Robert Francis Prévost. Alors bon, cet homme, il a été très bien élu, ça c'est très important. On a tendance, comme vous le faites, mais ça n'est pas du tout un reproche, à mettre en avant des oppositions Le clivage progressiste traditionnaliste qui n'aurait peut-être pas de sens, c'est ça? pas tellement, surtout quand on parle de cardinaux. Parce que les cardinaux, ce sont avant tout des personnes qui ont fait une carrière plus ou moins intense au sein des structures ecclésiales, pour certains au Vatican. Et il est très intéressant de voir que Prévost a eu ces dernières années une très belle carrière au Vatican, avec des implications dans différents dicastères. Et il a été également nommé à la tête du dicaster des évêques. C'est vous dire que cet homme, quand même, avait, je dirais, beaucoup de points pour lui. Alors en plus, bon, bien sûr, il est polyglotte. Il n'est pas opposé à François. En même temps, c'est plutôt un homme qui a voulu apparaître, ou qui est, parce que ça, pour l'instant, nous ne le savons pas, plutôt de la conciliation.
Quand il est apparu au balcon, il a revêtu les vêtements traditionnels des papes, ce qui a probablement apaisé certaines personnes, alors que le pape François ne l'avait pas fait. Ses discours sont bien cadrés, ils sont écrits. Voilà, je veux dire, et puis il y a une autre chose assez intéressante qu'on pourrait oublier, outre le fait, bon, il a une formation universitaire, bien sûr, mathématicien et puis canoniste. Le droit canon, c'est le droit de l'Église, et voilà. Et il a une jeunesse assez, je dirais, particulière, entre guillemets. Ses deux parents étaient très engagés dans l'Église. C'était des progressistes, cette fois-ci au sens fort du terme, très engagés du côté du monde des ouvriers, etc. Et lui-même a grandi dans cette atmosphère-là. Voilà, donc ça nous donne un peu une idée du personnage. Olivier Bobineau m'avait promis une surprise. Je pensais le voir arriver en robe de bure ou en robe de pape. Et le voilà avec un t-shirt ACDC. Qu'est-ce que c'est ce t-shirt, Olivier? Ah, merci de la question. Ce t-shirt, c'est pour dire que il pourrait peut-être, notamment sur le plan diplomatique, malgré les apparences, allumer le feu. C'est-à-dire que, me semble-t-il, c'est une hypothèse qu'on est quelques-uns à émettre, historiens, sociologues ou philosophes. Il y a Léon, parce qu'il y a Léon XIII. Donc là, je fais appel à Cyril Balta. Cyril, Léon XIII, qui va faire une encyclique sur Rerum Novarum. Et donc, dans une bande dessinée qui retrace l'histoire de l'Église, Que vous avez commise. que j'ai eu le plaisir de scénariser avec le dessinateur Pascal Magnat, on voit comment Léon XIII va être influencé, notamment par ce qu'on appelle le catholicisme social allemand, c'est-à-dire Kolping, Kettler. Et que progressivement, il va faire un peu la tendance, sans tendre la main à Marx, il va faire un peu la tendance question ouvrière, préoccupation sociale. Bien, tout en rappelant l'importance de la propriété, tout de même, dans cette encyclique, que j'ai eu le plaisir de relire il y a 15 jours. En tous les cas... Au sens de Proudhon. Exactement, au sens exact. Merci, Tout le monde merci. rit ici, c'est bien. Mais notamment dans son introduction, la propriété c'est du vol, C'est le donc, vol. de 1849. Donc ça c'est important parce que cette tendance sociale, alors il n'ira sans doute pas aussi loin qu'est allé son prédécesseur, bien. Mais à mon avis, l'autre hypothèse importante, c'est qu'il ne faut pas oublier un autre Léon, et le premier d'entre eux, Léon Ier, Léon le Grand. Deux points capitaux me semble-t-il sur Léon le Grand. Le premier, c'est que d'un point de vue théologique, et d'une certaine façon, d'un point de vue canonique, c'est le concile de Chalcédoine, 451, qui va faire beaucoup de divisions, qui durent encore ces divisions, puisque l'idée, à l'époque, c'est de trancher un débat, rien de moins, qui porte sur la double nature de Jésus, c'est-à-dire qu'il est véritablement Dieu, virgule, véritablement homme. Et ça, c'est le concile de Chalcédoine que préside Léon. Et moi, je pense que, pour revenir sur ce que disait Paul, sa formation en mathématiques et en logique, mais également en droit canon, fait que il va tenir sur certains dogmes. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose qu'on oublie, c'est que notre cher Léon Ier, Léon le Grand, ils sont deux à avoir eu ce titre. C'est pas rien. Eh bien, Léon Ier est celui qui, en 450, va être envoyé par l'empereur romain, peu courageux, pour négocier face à un homme de paix, un homme qui a des grands discours à l'époque, qui est un peu guerrier. Je ne parle pas de Trump, mais d'Attila. Attila. Et donc c'est assez intéressant de voir pourquoi pas. Pourquoi pas. Et quand il dit dans ses discours, A-t-il été notamment... un homme de paix? Comment? A-t-il Oui, été un homme bien de paix? sûr. Bah, autant que les Trump, c'est évident. Hein, et derrière Poutine, et derrière... C'est-à-dire que moi je pense... J'ai lu ses discours, et notamment sa déclaration aux journalistes, on y reviendra peut-être, c'est qu'il dit notamment, notamment Léon XIII. Ce qui est intéressant, c'est le notamment. Si vous voulez, un pape, il a quand même des conseillers aussi, des spin doctors, qui ont certes des formations issues de l'Église, et les jésuites peuvent en faire partie. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, il peut y avoir, me semble-t-il, sur le plan diplomatique, une capacité à négocier. D'autant plus qu'il est polyglotte. Car Léon Ier avait un avantage aussi, c'est qu'il parlait plusieurs langues, qu'il était très intéressé et très habile dans la négociation. Voilà pourquoi l'empereur ne s'est pas trompé. Voilà, c'est une hypothèse. On verra ce qu'il va faire, notamment sur la diplomatie. Jean-Louis Schlegel. Oui, moi je reconnais que j'ai quand même été surpris par l'élection de Prévost, quoi, enfin de ce cardinal américain.
dont le nom avait été un peu avancé vers la fin des paris, on va dire, 2, 3 jours avant. Puis on avait appris un tout petit peu sa carrière. Et donc on savait qu'il était à la congrégation des évêques à Rome, qui est quand même une congrégation importante, puisque c'est elle qui choisit en quelque sorte les cadres de l'Église, hein. Et donc il avait une bonne connaissance de l'Église. Du coup, je me suis quand même demandé après si... je pense que ils ont été influencés quand même par quelque chose d'imprévu. François avait quand même été un peu clivant. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître que après la mort de François, l'accueil, enfin disons, la célébration de François après sa mort a été absolument extraordinaire tout de même, hein. Et dans le monde entier et partout, et plutôt presque encore plus en dehors de l'Église que dans l'Église. Et je pense que ça, ils ne pouvaient pas ne pas en tenir compte. Alors je pense qu'ils ont cherché un peu dans ce sens-là un homme un peu qui a moins d'arêtes, quoi, enfin quelque chose de ce genre-là. Et je me demande quand même, malgré tout, si il n'y avait pas une autre influence, enfin, si ce n'est pas une réponse, malgré tout, à l'élection d'un président américain qui met le monde sens dessus, dessous depuis le 21 janvier. C'est-à-dire, au fond, d'où la prédication presque, enfin, pas exclusive, on voit bien, il a d'autres thèmes. Il a dit la paix, encore la paix. Enfin, c'est ça qu'il a prêché. Et je me demande si c'est pas ça qui motive un peu cette élection surprise. Moi, je dis simplement, oui, ça m'a surpris. Pour ce qui regarde la question de la paix, moi j'ai trouvé que justement cette question est, pour moi, a été vraiment très importante, d'autant plus qu'il ne l'a pas du tout posée. Alors ça m'a fait plaisir aussi d'ailleurs, mais ça c'est personnel. Il ne l'a pas du tout posée comme François. Oui, c'est vrai. Il n'est pas dans cette espèce de pacifisme hors sol, mais au contraire, c'est une paix qui prend en compte le réel, qui prend en compte les forces en présence, qui prend en compte aussi la souffrance, ce qui est absolument, je dirais, élémentaire quand on est chrétien. Voilà. Ça m'intéresse. C'est donc une paix dans laquelle il y aurait au fond beaucoup d'éthique. Par exemple, bon, j'ai relevé quelque chose qui m'avait vraiment touchée, alors que Vous mettez quoi dans l'éthique de la paix? L'éthique de la paix, c'est par exemple lorsqu'un pays est agressé par un autre. François préconisait que l'agressé, je dirais, se C'est ça parce qu'on parle couche. souvent de l'éthique de la guerre, par exemple. Voilà, se couche devant l'agresseur, on peut dire ça comme ça. Et reprenait aussi des discours extrêmement, comment dirais-je, agressifs, et je dirais, il y a impérialiste russe, ce qui n'est pas du tout le cas de Léon. Je peux reprendre par exemple deux de ses phrases qui sont tout à fait justes, qui paraissent évidentes. François parle notamment dans une interview qu'il a donnée en 2022, alors qu'il est évêque. Il parle de l'agression injuste lancée par Moscou. Il évoque une invasion impérialiste, qui est quand même un vocabulaire quand même un peu fort. On n'est pas du tout dans des choses de la tisane, vraiment pas. Et des crimes contre l'humanité perpétrés par les forces russes. Léon XIV, donc il y a une petite nuance, lui va déclarer « Je porte dans mon cœur les souffrances du peuple ukrainien bien-aimé. Tout doit être fait pour parvenir au plus tôt à une paix authentique, juste et durable. » On est très loin des discours de Trump, on est très loin des discours de Poutine. Et aussi assez loin des discours de François. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. Sachant que l'Église a une histoire par rapport, et les papes en particulier par rapport au conflit, qui est quand même très chargée, surtout quand on pense par exemple à Pie XII. Oui, moi, je voudrais juste ajouter peut-être à ce que dit Paul. Je crois quand même que ce que Paul évoquait, c'était surtout ses positions au tout début à propos de l'Ukraine, hein. Absolument, c'est ça. On a été un peu catastrophé tout de Oui. même, parce que je crois même qu'il a invité, il dit au fond, pour retrouver la tranquillité, ils n'ont qu'à lever le drapeau blanc. Alors quand même, C'est ça. c'était quand même incroyable comme Le expression. courage du drapeau blanc. Oui, c'est ça, voilà. Mm. Alors, on peut dire, on voit bien quelque part ce
ce pape faisait aussi partie du Sud global quand même, hein. C'est-à-dire il Ouais. était argentin. À la limite, j'ai pu comparer avec Lula au Brésil. On voit bien que pour, pour eux, d'une certaine manière, l'OTAN, c'est peut-être par certains côtés, ça ne vaut pas mieux que la Russie, quoi. Enfin, hein, c'est quelque chose de ce genre-là que j'ai senti. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que je trouve quand même ce pape argentin, c'est quand même largement tapé les problèmes de l'Europe, et en particulier à travers l'immigration. C'est-à-dire, il était à peine pape, il s'est trouvé devant les migrants qui mouraient de façon importante en Méditerranée. D'où Lampedusa, dès 3 mois après son arrivée. Et après, ça a été constamment ce rappel à l'Europe. Écoutez, vous me parlez de l'Europe chrétienne, eh bien, soyez-le un peu, quoi. Bien Que ce sûr. ne soit pas un truc simplement culturel. Olivier. Oui, pour aller dans le sens, avec un point précis, c'est que on a parlé de sa langue, sa nationalité, plus exactement sa plurinationalité. C'est-à-dire que sa formation, c'est une chose, mais sa plurinationalité entre italienne, française, espagnole, américain, péruvienne, il a quand même affaire à une culture, pour le coup, d'armée et d'empire, parce que l'ensemble de ces pays, notamment d'Europe, vont à un moment donné dominer le monde, historiquement, en se suivant d'ailleurs, ou des États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, cette logique que Paul évoquait, mais que aussi Jean-Louis signifiait, il a dans son biberon Oui. culturel et linguistique Oui. une capacité à dire là c'est du Machiavel, là c'est de l'empire, là c'est de la conquête. Eh bien là, il va falloir négocier. Et je reviens sur mon Léon Ier, c'est-à-dire, ben oui, je suis désolé, Eh oui, quand vous servira on de dit fil qu'il va avoir conducteur. une éthique, eh bien le camarade Léon Ier, Léon le Grand, précisément, en raison de cela, il est capable de négocier avec l'Attila Trump, l'Attila Poutine, parce qu'on est quand même proche d'Attila, hein, Poutine, les Huns, tout ça, hein, c'est quand même des régions assez proches. Mais derrière, dans les postures, faut pas l'oublier, hein, c'était j'attaque, je tue d'abord, et après on négocie. Et là, le pape arrive et dit attends, on va négocier. Donc il y a des témoignages d'historiens qui sont intéressants là-dessus. Et moi, je pense que la polyglossie, mais la compréhension culturelle et l'esprit de conquête, si l'on peut dire, de l'ensemble de ces empires, eh bien, dans son biberon, ça va lui donner une sensibilité, une sensibilisation sans doute et une capacité peut-être à négocier que n'aurait pas eu, comme le disait Jean-Louis, au regard de sa nationalité argentine. Oui. Voilà. Mis à part les Malouines, comment vous dire? Absolument. Il y a une autre chose aussi qui servirait plutôt notre propos, c'est la manière dont sa messe d'intronisation a été filmée. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a eu des gros plans sur Zelensky. Voilà, il y a eu des gros plans sur quelques personnalités. Ces gros plans-là étaient en écho aussi avec ce qu'on avait vu, je crois que c'était avant, je crois, ou dans les jours précédents, je crois. Quand Trump et Zelensky s'étaient parlé dans un coin de la chapelle Sixtine, ça avait complètement sidéré le monde entier. Donc, les équipes qui ont filmé la messe ont filmé Vance, bien sûr. Il y avait plus de 189 représentants des gouvernements du monde, ce qui est quand même pas rien. Et quand on y réfléchit, c'est extraordinaire parce que il s'agit du plus petit État du monde, sans armée, etc., etc., et en même temps d'une autorité spirituelle. Et donc ce pape, comme d'autres papes, mais surtout maintenant avec la modernité, ça va peut-être prendre je dirais, un autre tournant, va jouer toujours sur ces deux jambes-là, en fait. Et on espère, mais que, comment dire, il va réussir à poser au moins, je dirais, à empêcher le pire. C'est peut-être la première chose qu'on peut désirer sans le connaître encore. Parce que le pire est devant nos yeux, est en train de se... Voilà. Et c'est ce qu'on attend de lui, d'une certaine manière. Et idéalement, qu'il fasse bien plus que ça. Voilà. Jean-Louis Chagall. Oui. Alors, je ne sais pas exactement sur quoi raccrocher, mais alors je raccroche quand même sur
sur Léon XIII, hein, l'homme de l'encyclique Rerum Novarum, donc le pape qui a inventé ce genre littéraire qui s'appelle les encycliques sociales. 1891. Alors, ce que les historiens disent... Il faut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent ce que sont les encycliques sociales. Les encycliques sociales, c'est justement, ce sont des encycliques qui... C'était nouveau en 1891, c'était la première, et où l'Église fait un discours sur la société. C'est à la fois un jugement sur la société, sur ce qui, on pourrait dire, sur tout ce qui ne va pas, sur les conflits, sur les clivages, sur les exploitations de l'homme par l'homme, un peu partout. Et donc, dès la première, il y a eu cet écho-là. On est au temps des grandes luttes sociales. Voilà, alors ensuite, ensuite, il s'est créé peu à peu une coutume que les encycliques sociales, les papes en sortent chaque décennie à la première année de la décennie, quoi. Alors, quand même, la plus connue ensuite, c'est 1931. Oui, je l'oublie maintenant parce qu'il y en a eu tellement. Puis mettons 61. Ça finit par... Mais quadragesimo anno, voilà, la 40e année. Alors, les autres ont d'autres noms, mais alors 100 ans après, le pape Jean-Paul II va sortir Centesimus Annus pour la 100e année, quoi. Hein. Et donc, en général, on s'attend. Quand même, il y a des irrégularités. Hein. Parfois, il n'y en a pas. Mais en général, disons, cette première année de chaque décennie ou de chaque décade, il y a une encyclique sociale. Voilà, ça c'est un peu les rituels de l'Église catholique, parce que l'Église catholique, elle a, faut le reconnaître, quoi qu'on pense d'elle par ailleurs, elle a un génie du rituel et du rite. On a quand même vu là pendant 3 semaines, d'abord pour les obsèques de François, ensuite pour l'élection dans ce conclave, on a vécu, moi je trouve, un moment de télévision absolument extraordinaire, quoi, des choses absolument qu'on ne pensait même plus voir, et tout à coup on les revoit à l'identique. Et il faut le dire, dans un cadre d'une beauté frappante, quoi. Moi, j'ai vu beaucoup pas mal de gens qui sont tout à fait éloignés de l'Église et qui ont regardé ça avec avidité, plus que moi encore. Hein. Enfin, vraiment, ils étaient sidérés. Donc, il y a ça. Mais je crois Rerum Novarum, juste pour revenir à la première, l'Église, c'est tout à coup, non, s'est rendu compte, après un certain nombre d'écrits quand même de catholiques ou bien, disons, d'écrits sociaux, s'est rendu compte que on l'a exprimé comme ça au XXe siècle. Elle a perdu la classe ouvrière. Et puis, corrélativement, est monté le socialisme, qui était nouveau au XIXe siècle. Hein, le socialisme athée, bien sûr. Alors, et c'est de là qu'est né ce désir d'encyclique, ce désir d'écrire ce texte. Alors, juste peut-être un dernier mot sur son contenu. C'est évidemment une encyclique qui je sais pas comment dire, qui défend quand même surtout la propriété. Hein. Alors là, c'est vraiment très très fort, parce qu'à l'arrière-plan, il y a ces maudits socialistes. Ils en veulent à la propriété, ils veulent mutualiser la propriété, ou bien justement la propriété, c'est le vol. Donc non, au contraire, on défend la propriété comme une partie intégrante de la dignité, non seulement des patrons, mais disons, de toute personne qui veut être pleinement humaine. Elle doit avoir un peu de propriété terrienne, financière, que sais-je encore. Donc il y a ça. Mais quand même, il y a déjà dans Rerum Novarum quelques lignes, alors absolument incroyables, violentes sur les accapareurs des richesses, qui réduisent en esclavage. La doctrine anti-marxiste de Oui, l'Église. oui, c'est incroyable. Donc, il y a quelques phrases. Il y a à la fois un anti-marxisme, on pourrait dire. Enfin, c'est un peu précoce de dire ça, parce que Marx, je veux dire, c'était Marx avant Marx, si on veut. Pré-proto-anti-marxiste. Voilà. Mais c'était avant ce qu'on appelait vraiment de façon technique le capitalisme, même si le capital de Marx existait depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, disons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, Olivier pourra peut-être confirmer, ou Paul aussi, on est quand même plutôt revenu à cette idée que, du point de vue économique et du point de vue social, l'Église n'est pas libérale. Elle est même, par certains côtés, très antilibérale. Elle parle beaucoup de la fonction de l'État, disons, de
de la régulation du capitalisme. Et en particulier, il y a quand même des lignes très sévères sur tout ce qui est capitalisme sauvage, des choses de ce genre-là. Olivier, vous en parlez beaucoup dans votre bande dessinée. Il y a plusieurs passages, je crois, sur Léon XIII et sur la doctrine sociale de l'Église. Oui, et avec un point capital, c'est qu'avant Léon XIII, Rerum Novarum, des choses nouvelles, qui est vraiment l'encyclique, qui fonde la doctrine sociale. Avant lui, il y a eu un pape qui a fait un syllabus en 1864, où là, ce sont les erreurs politiques, donc socialisme, libéralisme, communisme, syndicalisme et tout ça, et donc va être pointé. Ce sont les erreurs politiques de la modernité. Ce qui est intéressant pour une fois, et là on reconnaît la patte du catholicisme allemand, qui est très social dès le départ, puisque très, comment dire, introduit dans la société, avec une action collective, une action aussi qui est beaucoup plus relève. Là je vais faire mon sociolinguiste, c'est-à-dire que le sociologue qui s'intéresse aussi au langage des groupes, c'est qu'il faut bien voir que la dimension collective de la Gemeinde, j'en ai fait une partie de ma thèse de doctorat là-dessus, c'était de montrer que en Allemagne, l'action collective, et notamment se ressourçant dans le christianisme, côté protestant mais côté catholique, en tous les cas, il y a une dimension, une discipline collective, et dès lors qu'il y a une question sociale, elle est prise au sérieux et elle est traitée collectivement, hein, et y compris parce que la langue allemande permet cette chose-là, dans l'ensemble des partis, et notamment au Parti socialiste où on peut s'interrompre très rapidement, eh bien en allemand, vous devez attendre la fin de la phrase car le verbe vient à la fin. Et ça favorise les discussions. C'est tout bête ce que je viens de dire, mais bon, là-dessus, il y a évidemment des linguistes et des philosophes analytiques qui ont montré que c'est très intéressant. Et donc ça permet quoi? Ça permet le débat, la discussion, l'écoute de l'autre aussi, et de ses arguments. Et donc c'est pas pour rien qu'Habermas va revenir là-dessus, le grand philosophe politique allemand, sur la délibération et l'éthique de la discussion. C'est vrai que quand on a une langue qui facilite ça, ça permet aussi des choses, ce qui n'est pas le cas de nos chers partis en France. En tous les cas, derrière cette dimension, il y a cette doctrine sociale. Et en effet, régulièrement, ça va être repris. Moi, j'aimerais aussi rebondir sur une chose qu'a dite, qui est très importante, et je l'ai vu en travaillant avec les protestants, et notamment en Allemagne, c'est la dimension rituelle. C'est la dimension de la beauté. C'est-à-dire que l'art et le rite sont liés dans l'Église catholique. Et je pense que je fais appel à Cyril, ou l'art gothique, par exemple. Alors, l'art gothique, qui est à un moment donné, parce que c'est toujours la même fonction du rite, comment dire, catholique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière, la fonction du rite et de la liturgie, c'est se rapprocher de la lumière, parce que Dieu est lumière. Et de fait, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, donc là, il y a une boule à danser, il y a le groupe Kiss en dessous, c'est très bien. L'idée, notre fonction à nous, de pédagogues et de spécialistes du catholicisme, à différents points de vue, c'est de montrer que là, cette liturgie, et on comprend d'autant plus que certaines personnes vont quitter à un moment donné l'Église catholique, tout bêtement après Vatican II, qui va dire bon, la liturgie, langage vernaculaire, et qu'il y avait cette part. Moi, j'ai interviewé en Allemagne et en France des personnes qui ont dit ah, il y avait cette sorte de mystère, de rite, etc. Alors évidemment, je suis pas, c'est pas du tout mon propos d'être pour cela. C'est juste de signifier ce que disait. Et c'est intéressant de voir qu'il y a eu plein de gens, moi aussi j'en ai entendu, y compris, on va dire, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'Église catholique, même qui la combattent, qui ont dit vous avez quand même, en parlant des catholiques, et puis on discutait aussi avec des amis, vous avez quand même l'art de mettre en scène. Et ça, c'est pas rien, le protocole. Il faut pas l'oublier, je le maintiens, le protocole de l'Église catholique vient du protocole romain, impérial. Ça, c'est pas anodin. Paul Zelic. Ce qu'on peut aussi peut-être ajouter, c'est que, au fond, le catholicisme veut rester une religion de l'image. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ça passe aussi par le rituel, et sachant que le rituel sert aussi à séparer et sert aussi à instituer. Et c'est cette fonction-là qui, quelque part, tient un petit peu l'édifice d'une certaine manière. C'est par le rituel qu'on sait qui est baptisé, je dirais qui ne l'est pas, qui est prêtre et qui ne l'est pas, qui est religieux et qui ne l'est pas, qui est évêque, etc., etc. Et tout ça, ça organise tout un système. Il faut voir que au moment de la Réforme, ça fait partie des choses qui sont combattues. La réaction de l'Église va être de renforcer encore
tout cet aspect visuel, rituel, la munificence des églises va être encore démultipliée, etc. Et puis, je voudrais revenir sur un autre point que Jean-Louis Schlegel a soulevé par rapport aux questions financières, économiques. En fait, l'Église est dans un rapport extraordinairement duel avec l'argent depuis des temps immémoriaux pratiquement. On voit ça déjà dès les Actes des Apôtres, où certains finissent par sont tués parce qu'ils n'ont pas tout partagé, ce qui est en fait quand on y réfléchit, totalement délirant. Bien. Et on espère que ça n'est pas arrivé. Ça fait un peu de cause, hein. Ouais, ça fait quand même sacrément totalitaire. Ouais. Mais ensuite, il y a tous les débats autour de la manière dont on fait prospérer son argent, les histoires de prêts à intérêt, les banques catholiques, chrétiennes qui sont fondées par des ordres religieux contre les banques qui appartiennent au judaïsme, enfin aux membres de la communauté juive, parce que s'occuper de l'argent c'est sale et c'est mal. Et quand on s'aperçoit que c'est quand même par là que passe le développement de l'économie, on prend leur place pour faire largement autant, pire et pas forcément mieux. Donc le rapport est toujours compliqué en fait. Et il reste comme ça d'ailleurs, puisque l'Église est quand même toujours en quête de financiers, de donateurs, etc. Donc voilà. Ah oui, Oui, non, mais effectivement, je pensais, puisqu'on aborde un peu ces questions-là, effectivement, de la richesse et de la pauvreté de l'Église, et d'abord, disons, de l'exemple qu'il peut donner lui-même, hein. Alors, on attendait un peu ce qu'il allait faire du côté de son logement. C'est ça. Alors, apparemment, il ne va pas faire comme François, il va quitter Sainte-Marthe, cet hôtel, au fond, fonctionnel, qui se trouve à côté du Vatican, pour retourner dans les appartements pontificaux. Oui. François avait dit, moi ça m'avait quand même frappé, hein. François avait dit, François, vous avez pas dit dit à moi, enfin, j'aurais bien aimé qu'un jour l'interviewer, mais ça n'a pas pu se faire. Mais François a dit, ce n'est pas par pauvreté. Il l'avait dit texto, hein. Il dit, moi j'ai besoin de voir des gens. J'ai Bien besoin de sûr. vivre avec d'autres gens, au petit déjeuner, de commencer à discuter à une table ou ailleurs, et puis de recevoir les gens simplement. Et non pas de vivre tout seul dans cette espèce dans ces pièces évidemment immenses. Moi, je dois dire, j'ai eu l'honneur un jour, grâce au cardinal Etchegaray, de visiter le Vatican à l'intérieur, parce que vous verriez en plus les décorations de tous ces lieux, des planisphères absolument invraisemblables, des cartes, des tableaux qui sont totalement inconnus, quoi, qu'on ne trouve dans aucun. Oui. J'étais littéralement terrassé, écrasé par ça. Donc François avait dit ça. Mais lui, il va y retourner, pourquoi pas? On verra bien. Hein. On peut vivre très pauvrement très pauvrement dans des appartements aussi. Je ne sais même pas s'ils sont luxueux. Il paraît c'est assez froid, quoi. Enfin, c'est vide. Enfin bon, passons. L'autre question qu'on a abordée là, c'est que Olivier a abordé un peu, sans dire exactement le nom, la messe en latin, hein, puisque il y a quand même un gros problème dans l'Église catholique, une grosse division, on va dire, sur ce sujet, sur disons, le rite liturgique, la liturgie. Là, on attend un peu, justement, en disant il n'y a pas encore pris de décision douloureuse, mais que dira-t-il là-dessus? Est-ce qu'il reviendra un peu en arrière pour permettre quand même une célébration plus facile aux groupes traditionnalistes qui veulent la célébrer? Je ne sais pas. François a quand même insisté surtout, je crois que François a interdit un peu la célébration ordinaire parce qu'il disait, il dérive totalement loin du Concile Vatican II. Alors ça, il n'arrête pas, lui, Léon, de dire je maintiens la ligne conciliaire là-dessus. Notre référence, c'est le Concile Vatican II, c'est la réforme de l'Église dans les années 60 qui est notre direction, notre orientation, notre vecteur pour l'avenir. Oui. Alors on va voir, malgré tout, il sera confronté à des questions très pratiques. Hein. Il a Olivier. été très ferme là-dessus. Olivier. Et là, pour le coup, qu'est-ce que c'est que la liturgie? La liturgie, ça vient d'un mot grec du 5e siècle avant Jésus-Christ qui veut dire protocole. Le protocole des citoyens à Athènes. Et
évidemment, dans plusieurs articles, on va dans le sens que vient de dire, et il faut le rappeler quand même. Là, pour le coup, progressiste, moderniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liturgie, elle est profondément politique. Elle est profondément politique. Qu'est-ce que c'est que la liturgie? C'est la mise en commun des paroles et des actes. Et ça, c'est la définition d'Aristote dans le livre 5 de l'Éthique à Nicomaque. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de politique, c'est bien sûr, comme le disait le philosophe politique Claude Lefort, la mise en scène de l'existence, de la coexistence sociale. Dans ses écrits politiques de 1983, bien, aux éditions du Seuil. Claude Lefort, qui est le grand philosophe du politique. Donc, si on écoute ces philosophes, et non des moindres, Aristote, Claude Lefort, s'il y a bien quelque chose, et c'est pour ça qu'y compris, il y a des gens qui ont nourri de cette messe en latin leur schisme, leur division. C'est que précisément les mots ont un sens, et la manière dont je parle, ça fait référence à un type de vision du monde. Et là, c'est vrai que Léon XIV, on va être très curieux de voir comment il va se prononcer, parce que Jean-Paul II, je me souviens, j'étais un très proche de Louis-Marie Billet, qui était vendéen, et donc Louis-Marie Billet, quand il était en Mayenne, où j'étais étudiant, il voyait bien comment Jean-Paul II, en plus en Mayenne, donc évêque de Mayenne, ça veut dire responsable des fidèles sur un territoire. Je vous rappelle que ça vient du mot veiller sur, surveillant, en latin et en grec, épiscope en grec. Et donc c'est le veillant sur les fidèles catholiques sur un territoire qui s'appelle le diocèse, et dans des paroisses, qui est l'équivalent des petites communes, enfin des communes, hein. Tout ça, évidemment, la Révolution française va s'inspirer du maillage administratif de l'Église catholique. L'évêque est le préfet, en quelque sorte. C'est exactement, c'est sa définition d'ailleurs. Enfin, précisément, c'est les préfets inventés par Napoléon qui vont s'inspirer de la tradition de l'Église catholique romaine. Mais ça renvoie là aussi à quand les fonctionnaires romains sont passés à l'Église catholique et en passant dans une ENA locale qui s'appelait l'île de l'Érins, bon, qui était au sud de la France. En tous les cas, pour revenir sur notre actualité, non mais tout ça est politique, c'est ça que je veux dire. Et c'est fondamental de comprendre ça. Même si je sais que les catholiques disent oui, mais l'Esprit Saint, Olivier, oui, oui, oui. Comme le dit Rousseau dans les Confessions, tout tient radicalement à la politique. Tout n'est pas politique, mais radicalement. C'est-à-dire dans la racine. Voyez-vous? Et là, Léon, sans doute, qui sera différent de Jean-Paul II, de Benoît XVI, et on va bien voir comment il va être. Moi, j'avoue que là, j'ai hâte de le voir se prononcer, parce que ad intra, comme on l'on dit, hein, depuis le cardinal Suenens, le grand archevêque de Bruxelles, eh bien, dans les années 70, la question, c'est comment il va manager 1,4 milliard de catholiques dans leur rite hebdomadaire, enfin, et pour certains d'entre eux, durant le mois, ou d'autres, tous les jours, ou durant la semaine. Et ça, c'est un enjeu vraiment aussi important, qui a l'air tout bête, mais n'oublions pas, c'est politique, c'est la manière dont je pratique qui me renvoie à mon lien aussi avec le principe métasocial, le principe divin pour ceux qui y croient. Sur ce 1,4 milliard de catholiques, il y a des croyants, il y a aussi des croyantes. Oui. C'est un grand chantier pour Léon? C'est un chantier absolument énorme auquel on ne peut pas dire que les papes précédents se soient tellement attelés. À tout le moins. Je trouve que ma formule est plutôt élégante. Oui. Vous Oui, êtes tout en mesure, Paul c'est Zelic. ça, c'est tellement rare. Non, toute plaisanterie mise à part, la situation actuelle ne peut pas durer, en fait, tout simplement. Bon. Il y a une attente très, très, très forte des femmes. Oui, mais Pas que des femmes, d'ailleurs. ça devient plus qu'absurde. Voilà. Le problème, c'est, au fond, tient à relativement peu de choses, mais c'est énorme. Il faut que, uniquement s'agissant des fonctions liées à l'ordination, parce que ce ne sont pas les seules fonctions qu'une femme peut investir. Celle investie par l'ordination, si on décide d'arrêter d'imaginer que parce que Jésus était un homme et qu'il a appelé 12 hommes, c'est impossible que des femmes soient évêques, ou pardon, même pas encore évêques, prêtres déjà pour commencer, c'est foutu. Donc il faut arriver à mettre cette croyance ou cette affirmation en perspective, ce qui à mon avis ne devrait être fait rapidement. Bon, mais c'est l'avis de Paul Zelic, je ne suis pas l'Église. Maintenant, il y a un nombre de fonctions absolument incalculables dans lesquelles les femmes peuvent vraiment
utiliser et mettre à disposition de l'Église leurs compétences. Bon. Troisième point, tout le monde pleure en disant que, en particulier d'ailleurs en Europe, qu'il n'y a pas assez de prêtres, qu'il n'y a pas assez... Bon, tout ça c'est très joli, mais je ne veux pas dire que parce qu'on choisira des femmes, parce qu'au départ, il est à peu près certain que si on choisissait des femmes, on choisirait les plus cléricales des femmes, bien plus cléricales que le plus grand clérical homme. Même en faisant ça, ça ne, comment dirais-je, ça ne ferait pas tellement bouger la question vocationnelle pour une raison très simple. Parce que moi, j'ai travaillé à la Conférence des évêques de France et notamment dans les instances nationales et internationales à Rome en lien avec la question des vocations, c'est que le nombre de prêtres est totalement indexé au nombre des fidèles. Et c'est comme ça depuis pratiquement les années, depuis à peu près la Première Guerre mondiale. Alors, le déclin du nombre de prêtres va avec simplement le déclin du nombre de catholiques, point barre. Mais il y a tout de même des paroisses qui n'ont pas de curé. Bien sûr, elles n'ont pas de curé, mais ça, ce sont des organisations qui fonctionnent quand il y a dans les diocèses des évêques qui sont capables d'envisager un vrai travail avec des laïcs sur le critère de leurs compétences, et ce sont des gens qui mettent en œuvre ni plus ni moins qu'une synodalité bien pensée. Voilà. Maintenant, il y a une autre question. Quand on parle d'1,4 milliard catholiques, c'est le nombre de personnes qui sont inscrites sur le registre des baptisés. Ça n'est en aucun cas le nombre de catholiques qui sont dans les paroisses. Donc l'écart est bien grand. Voilà. Maintenant, il y a une autre question regardant la situation des femmes. Tout le monde sait que la condition des femmes n'est pas la même sur les différents continents d'Europe. Donc, le premier pas consisterait probablement à, je dirais, désolidariser les continents sur certaines questions, et en particulier sur celle-là, et on verrait alors comment les choses évolueraient. Voilà. Et je pense qu'en Europe, en opérant ce décrochage, il y aurait probablement bien plus de femmes. Voilà. Olivier Bobineau, vous consacrez à la femme quelques pages dans l'incroyable histoire de l'Église. Et oui, donc là je fais appel à Cyril, où il y a notamment les cloches Hells Bells. Voilà. Je rappelle que c'est vous sur la cloche, non, Olivier hein non, pas du tout. Bien sûr que non. Qu'on voit en chérubin nu. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. L'éditeur m'avait dit vous, la pour cloche. faire accepter la pilule de ta habilitation à diriger des recherches, qui est illisible, publiée au CNRS Édition. Ça ne veut pas dire que je vous la conseille pas, mais l'éditeur des Arènes, Laurent Beccaria d'une part, et d'autre part Laurent Muller, que je remercie, m'ont dit, écoute, tu vas faire comme Economics, c'est une grande BD d'histoire des idées économiques, c'est le professeur, c'est un collègue de Stanford, tu vas te mettre en scène là-dedans pour faire un peu d'humour, parce que quand même, parfois, la théologie de saint Thomas d'Aquin. C'est très réussi, et je recommande à tout le monde la lecture de votre ouvrage. Merci, merci. Et donc là, l'idée de dire, le tintement, quand il y avait une cérémonie en l'honneur d'une femme, décès, baptême, etc., ou d'un jeune bébé, de fait, pour les hommes, c'était 3 divins, et 2 ternaires. Ternaire et binaire pour les, évidemment, comme le diable. D'où, évidemment, je ne pouvais manquer la référence à Hells Bells, puisque étant également un spécialiste d'ACDC d'un côté et de Jean-Sébastien Bach de l'autre. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, et oui, n'est pas schizophrène qui veut, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que structurellement, anthropologiquement, le statut de la femme est très, très, très puissant. Et j'en veux pour preuve que quand il a évoqué l'année dernière au synode, à l'époque il était cardinal, oui. Il a dit à un moment donné, il ne faudra pas éclairer un nouveau pouvoir clérical. Voilà, ite missa est, comme on dit, la messe est dite, c'est l'envoi. Et moi je ne vois pas pour quelle raison le pape François, qui était pas, à certains égards, qui pour le coup avait des aspérités, pour reprendre l'expression de Jean-Louis, il avait des aspérités, eh bien lui-même, il n'a pas fait ça. Lui-même, il n'a pas fait ça. Et en ce sens, je le redis, mais il représente toute la lignée de ces papes, et de tous les papes que moi dont j'ai pu voir les textes, les documents. Eh bien, la femme, oui, mais non, elle sera jamais prêtre, pas évêque, ou pour ça, vous allez voir les anglicans et les protestants. C'est ça. Parce qu'il y a toujours cette image-là en tête, c'est que les protestants s'organisent très bien avec des femmes. Et honnêtement, quand on va dans les paroisses protestantes, on n'est pas choqué en réalité, vraiment pas du tout. C'est plutôt en phase avec ce que nous vivons
dans la société, nous tous. Et c'est cette grande crainte du protestantisme qui est toujours agitée par les institutions ecclésiales et les papes en général. C'est la crainte du schisme. Oui, mais la crainte du schisme, j'aurais tendance à dire que, alors je sais que c'est peut-être politiquement pas correct, mais d'une certaine manière, Léon arrive à un moment où ça fait belle lurette que le schisme est déjà commencé. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de catholiques qui ont quitté l'Église, déjà sous Paul VI, avec c'est les prises de position sur les questions de fécondité, pilules, etc. Ensuite, il y a eu Jean-Paul II qui a fait un travail considérable à la fois pour ouvrir des chantiers politiques et en même temps fermer des ouvertures en interne. Et il a été vraiment très efficace et très écouté. Ensuite, bon, on a eu Benoît qui a fait ce qu'il a pu. On peut dire ça comme ça. François a ouvert quelques pistes et il semble que Léon, pour le moment, j'espère que ce ne sera pas le pape de l'immobilisme. Parce que, alors en même temps, il est possible aussi que une certaine tendance dans l'Église joue quelque part la montre, étant donné que dans le monde entier, les totalitarismes, je dirais, gagnent du terrain. Et au fond, il faut voir si un monde totalitaire, je pense, peut très bien s'accommoder d'une puissante inégalité en termes de place des femmes, ce qui ne peut absolument pas être le cas dans une société démocratique. Mais là, notre question là-dessous, c'est est-ce qu'une société totalitaire peut être chrétienne? Moi, je pense que non. Chers amis, il est 19h04, passé de 37 secondes. J'ai 4 minutes 38 de retard. Je vais me faire étriper par Camille Rio. Aussi, c'est l'heure du mot de la fin et peut-être celui de la suite. Ouh! Ah bah non. Ah non, c'était trop bien. Non mais, on va pas revenir une troisième fois, jamais 203. Non, Ah Vous oui. allez revenir une troisième fois alors. Bon, le mot de la fin ou le mot de la suite, Olivier Bobineau? non, mais parce que Jean-Louis, moi, par rapport à la famille, je crains qu'on ait aucune évolution possible. Oui. Il a fait remarquer la famille, un homme, une femme. Tout à Je fait. pense que je peux faire un petit clin d'œil à Cyril. Quand même, depuis la hantise de l'Église, c'est là, vous voyez donc une croix où il y a des prêtres et des religieuses, et notamment en Bretagne, qui communiaient, on va dire, d'un point de vue charnel ensemble pour éviter la dispersion du patrimoine. Et donc, évidemment, ceci va annoncer notamment la réforme grégorienne qui, c'est fini, les gars, célibat, aucun fondement scripturaire, et ensuite, le mariage, c'est comme ça et c'est comme ça. Et l'hymen, pas avant. Voilà, et c'est comme ça, pour des raisons, non pas, je vous rappelle, de textes sacrés, mais pour des raisons de discipline, ce qu'on appelle les raisons disciplinaires en théologie. Patrimonial. Et fondées sur la transmission du patrimoine. Donc là-dessus, il y a pas mal d'historiens qui ont fait ça. Non, moi, je trouve que ce qui m'inquiète aussi encore quand je vois, juste, et ce sera mon mot de la fin, et je fais appel à Cyril, c'est qu'on a eu un pape avant qui était fantastique là-dessus, qui a fondé l'écologie. Léon XIII, c'était la doctrine sociale de l'Église. Notre pape François, c'était vraiment l'écologie, sachant qu'il y a deux enjeux, me semble-t-il. Il y a le géopolitique, les Attila, ok. Et puis il y a l'écologie. Et j'ai peur que ça soit oublié. Et pourtant, je pense que François, quand il a fait ça, la doctrine écologique de l'Église, on peut le dire ainsi peut-être, eh bien, il a ouvert des portes et il a permis à certains catholiques, en tous les cas, ça fait l'objet de discussions dans des paroisses. Et ça, c'était important. Et là, je pense que c'est un point noir, un point faible. Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'il va continuer et dans quelle mesure il sera la continuité du pape François sur la doctrine écologique. Merci, Olivier Bobineau. L'incroyable histoire de l'Église, Paris aux arènes. Jean-Louis Schlegel, le mot de la fin, le mot de la suite. Oui, juste un mot. Je voulais simplement dire, on aurait pu parler un tout petit peu du conclave, quoi, de cette forme politique, si on peut dire, ou religieuse, pour élire un homme, effectivement, qui veut être le chef quand même de 1 milliard, 400 millions de catholiques. Hein. C'est quand même incroyable. Et alors cette forme conclave aussi, elle a donné quand même des idées de ci, de là, dans des débats, je trouve. Alors, malgré tout, il faut reconnaître qu'il a des avantages. Le secret de les forcer à élire sans pouvoir communiquer, sans téléphone, sans rien. Il y a une espèce de, presque de dire, de pureté, quoi, de ce vote. Et en même temps, il faut le dire aussi, on en sort quand même avec une énorme incertitude, quoi. Chaque fois, parce qu'on ne sait absolument pas, on ne sait pas ce qu'il va faire, cet homme. Hein, on ne sait pas exactement pour quelle raison il a été élu. Nous avons fait des hypothèses. On ne sait pas non plus quel est son programme.
Alors on va l'apprendre progressivement, mais nous sommes totalement dans l'incertitude. On se laissera un troisième entretien pour peut-être débroussailler cette incertitude, ce et sera la ramener près du sol. Ce Paul- sera Paul passionnant, Zelic. ça, de faire ça. Oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que nos deux amis ont dit, Jean-Louis Et Olivier. et Olivier. Je ne sais pas pourquoi. Bon, et Olivier. Ma question, enfin, moi, j'ai pas de question dans l'immédiat. Je sais, au fond, qu'on ne sait strictement rien et que quoi qu'on dise, on se perdrait en conjecture. On pourrait peut-être très vite voir, au fond, il peut avoir été élu pour de bonnes raisons, mais il se peut aussi il y ait aussi de mauvaises raisons. Quand je dis ça, je pense aux personnes qui ont peut-être quelques idées derrière la tête, et je ne sais pas quel poids ils auront ou pas dans la suite du pontificat de Léon XIV. Merci Paul Zelic, il est 19h08, passé de 54 secondes. On est très en retard, mais on a commencé un petit peu en retard, donc c'est pas grave. Puis c'était très agréable de vous avoir. Merci Paul Zelic, merci Jean-Louis Schlegel, merci Olivier Bobineau. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Enfin, c'est la fin de ce stream. C'est la fin de la rediffusion de ce stream, puisqu'on n'était pas en direct aujourd'hui. C'est un peu exceptionnel. On a eu quelques problèmes techniques, ça arrive. Pour ceux qui veulent revoir donc ce non-stream, cette rediffusion de stream, ce moment en tout cas, ces 2 heures passées avec mes 3 invités, le non-stream est donc dispo sur YouTube. Pour ceux qui veulent le réécouter, il est aussi dispo sur la page replay d'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, vous le savez, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info est là pour de vrai. Vous pouvez aussi le retrouver sur Discord. Le lien est dans le chat. Merci bien sûr à Stéphanie Berliot au visuel. Merci à Camille Rio à la programmation. Merci à Cyril Balta à la réalisation. Merci à vous, bien sûr, qui n'étaient pas là dans le chat, puisqu'il n'y avait pas de chat. Pour ceux qui veulent réécouter tout ça avec les oreilles, avec le son de la maison de la radio et de la musique, vous retrouvez tout ça ce soir. Mais pour vous, c'est donc maintenant, puisque vous nous écoutez en podcast, parce que vous y êtes sur la plateforme de Radio France. Le prochain talk, ça n'est pas déjà demain, c'est donc mercredi prochain, de 18h, de 17h à 19h, pour de bonnes heures d'émission. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je souhaite une excellente journée à toutes et tous, en rediffusion donc. Et donc pas à demain, mais donc à mercredi prochain. Salut.